pour surmonter des barrières qui semblaient jusque-là infranchissables, et pour saisir des opportunités qui vous paraissaient auparavant inaccessibles. Ce n'est pas une fantaisie, mais une réalité que Horizon souhaite Marden explore dans son ouvrage « Le pouvoir des opportunités ». Dans un monde où les étoiles semblent à portée de main et où les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité, Marden nous emmène dans un voyage fascinant à travers le pouvoir des opportunités. Ce livre n'est pas seulement un guide, mais une carte qui nous conduit à la découverte de trésors cachés en nous-mêmes. Au fur et à mesure que nous avancerons dans ces pages, nous percerons le mystère de la façon dont nos décisions, nos attitudes et notre vision peuvent transformer l'ordinaire en extraordinaire. Imaginez-vous à une croisée des chemins où chaque voie que vous choisissez a le potentiel de vous mener vers de nouveaux sommets. Imaginez avoir la connaissance et l'inspiration nécessaires pour choisir le bon chemin, celui qui vous conduira vers une vie pleine de succès, de réalisation et de joie. Dans le pouvoir des opportunités, Marden nous enseigne que chaque moment est une opportunité attendant d'être découverte, chaque défi est une porte attendant d'être ouverte, et chaque rêve est un destin attendant d'être atteint. Préparez-vous à plonger dans un récit qui défie vos croyances et élargit vos horizons. Préparez-vous à découvrir le pouvoir qui réside dans vos mains et dans votre esprit, et à explorer comment vous pouvez tirer le meilleur parti de chaque opportunité que la vie vous offre. Dans ce voyage, vous trouverez non seulement de l'inspiration, mais aussi des outils pratiques pour transformer votre vie et atteindre le succès dont vous avez toujours rêvé. Alors, fermez les yeux, ouvrez votre esprit, et rejoignez-nous dans cette aventure révélatrice. Le pouvoir des opportunités est sur le point de se déployer, et vous êtes sur le point de découvrir l'extraordinaire potentiel qui vous attend. L'homme et l'opportunité. Aucun homme ne naît dans ce monde dont le travail ne naît avec lui. Lowell. Les choses n'apparaissent pas dans ce monde jusqu'à ce que quelqu'un les fasse apparaître. Garfield. La vigilance pour voir l'opportunité, le tact et l'audace pour saisir l'opportunité, la force et la persévérance pour exploiter l'opportunité jusqu'à son maximum potentiel. Ce sont les vertus martiales qui doivent guider le succès. Austin. Phelps. Je trouverai un chemin où j'en créerai un. Il n'y a jamais eu de jour qui n'apporta sa propre opportunité pour faire le bien qui n'aurait jamais pu être fait auparavant et qui ne pourra jamais être refait. W.H. Barley. Prends ce même minute au sérieux, fais ce que tu peux faire ou rêve que tu peux faire. Commente-le si nous réussissons. Que dira le monde ? Demanda avec enchantement le capitaine Berry lorsque Nelson lui expliqua son plan soigneusement élaboré avant la bataille du Nil. Il n'existe pas de si dans ce cas, répondit Nelson. Nous réussirons, c'est certain. Qui vivra pour le raconter est une question bien différente. Puis, alors que ses capitaines se levaient du conseil pour se rendre à leurs navires respectifs, il ajouta. Avant 7 heures demain, j'aurai gagné un titre de noblesse ou une place à l'abbaye de Westminster. Son œil rapide et son esprit audacieux virent une opportunité de victoire glorieuse là où d'autres ne voyaient qu'une probable défaite. Est-il possible de franchir le passage ? Demanda Napoléon aux ingénieurs envoyés explorer le redouté col du Saint-Bernard. Peut-être, fut la réponse hésitante. C'est dans le domaine du possible. En avant alors, dit le petit caporal sans prêter attention à leur récit de difficultés apparemment insurmontables. L'Angleterre et l'Autriche se moquaient avec mépris de l'idée de faire passer à travers les Alpes, où aucune roue n'avait jamais roulé ni ne pourrait jamais le faire, une armée de 60 000 hommes avec une artillerie lourde, des tonnes de boulets de canon et de munitions volumineuses. Mais le siège de Gênes était à bout de souffle et les Autrichiens victorieux tonnaient aux portes de Nice. Napoléon n'était pas l'homme qui allait faillir à ses anciens camarades en danger lorsque cet exploit impossible fut accompli. Certains virent qu'il aurait pu être réalisé bien plus tôt, d'autres excusèrent le fait de faire face à de tels obstacles gigantesques en les qualifiant d'insurmontables. Beaucoup de commandants avaient possédé les fournitures nécessaires, les outils et les soldats robustes, mais il manquait du courage et de la résolution de Bonaparte qui ne se laissa pas intimider par les simples difficultés, si grandes fussent-elles, mais qui, à partir de son propre besoin, créa et domina son opportunité. Grant. À la Nouvelle-Orléans, venait d'être gravement blessé par une chute de cheval lorsqu'il reçut l'ordre de prendre le commandement à Chattanooga, assiégé par les Confédérés, dont la reddition semblait n'être qu'une question de jours, les collines environnantes étant illuminées la nuit par les feux de l'ennemi et les fournitures ayant été coupées.
Bien que souffrant beaucoup, il donna immédiatement des instructions pour son transfert au nouveau théâtre d'opération en transport par le Mississippi. L'Ohio est l'un de ses affluents, en litière portée par des chevaux pendant de nombreux kilomètres à travers le désert et enfin, dans la ville, sur les épaules de 4 hommes, il fut amené à Chattanooga. Les choses prirent un aspect différent. Immédiatement arriva un chef à la hauteur de la situation. L'armée ressentit la domination de son pouvoir, et avant même de pouvoir monter à cheval, il ordonna une avance. Et malgré le fait que l'ennemi disputait le terrain pied à pied, les collines environnantes furent rapidement contrôlées par les soldats de l'Union. Ces événements étaient-ils le fruit du hasard ou étaient-ils le résultat de la détermination indomptable du général? Les choses se sont ajustées lorsqu'Horace, accompagné de 2 compagnons, tint en échec 90 000 Toscanes jusqu'à ce que le pont sur le Tibre soit détruit. Lorsque César, voyant que son armée était en difficulté, prit la lance et le bouclier, il se battit tout en réorganisant ses hommes et arracha la victoire à la défaite. Lorsque Wincled, rassemblant dans son cœur une meute de lances autrichiennes, ouvrit un chemin pour que ses camarades se précipitent vers la liberté. Napoléon, pendant des années, ne perdit aucune bataille où il était personnellement impliqué. Lorsque Wellington se battit dans de nombreux climats sans être conquis. Lorsque Ney, sur 100 champs de bataille, transforma un désastre apparent en un triomphe éclatant. Lorsque Perry laissa le Lawrence inutilisé et rame jusqu'à Niagara, réduisant au silence les canons britanniques. Lorsque Sheridan arriva de Winchester juste au moment où la retraite de l'Union se transformait en défaite et changea la donne. En chevauchant le long de la ligne, l'histoire offre des milliers d'exemples d'hommes ayant saisi des occasions pour obtenir des résultats apparemment impossibles. Comparés aux moins déterminés, la décision rapide et l'action résolue balaient le monde devant eux. Il est vrai qu'il n'y a eu qu'un seul Napoléon. Mais d'autre part, les Alpes qui s'opposent au progrès du jeune Américain moyen ne sont pas aussi hautes ni aussi dangereuses que les sommets traversés par le Grand Corse. N'attends pas d'avoir des opportunités extraordinaires, profite des occasions ordinaires et rends-les grandes. Le matin du 6 septembre 1838, une jeune fille dans le phare de Longston entre l'Angleterre et l'Écosse fut réveillée par des cris d'agonie qui se faisaient entendre par-dessus le rugissement du vent et des vagues. Une tempête de furie inhabituelle s'était déclenchée et ses parents n'entendaient pas les cris, mais au moyen d'un télescope, elle aperçut 9 êtres humains accrochés au moulinet d'un navire échoué, dont la proue pendait des rochers à une demi-lieue de distance. « Nous ne pouvons rien faire, » dit Williams Darling, le gardien du phare. « Nous devons aller les secourir. » s'exclama sa fille en suppliant, les larmes aux yeux, ses parents. Finalement, le premier répondit « Très bien, Grace, je me laisserai convaincre, même si cela va à l'encontre de mon bon jugement. » Comme une plume dans le tourbillon, la petite embarcation se balança dans la mer tumultueuse. Mais poussée par la rafale qui balayait les vagues cruelles, les cris de ces naufragés semblaient transformer leurs faibles cordes en câbles d'acier. Une force jusque-là insoupçonnée surgit de quelque part et la jeune héroïque tira sur une rame en même temps que son père. Enfin, les 9 furent sauvés. « Que Dieu te bénisse, car tu es une belle jeune fille anglaise, » dit un pauvre homme, regardant avec émerveillement cette merveilleuse jeune femme qui, ce jour-là, avait accompli un exploit ajoutant encore plus de gloire à l'Angleterre que les exploits de nombreux de ses monarques. « Si tu me laisses essayer, je pense que je peux faire quelque chose d'utile, » dit un jeune homme qui avait été employé comme sculpteur à la maison du signé Falro. Selon l'histoire racontée par George Carey et Gleston, une grande compagnie avait été invitée à un banquet, et juste avant l'heure, le confiseur, qui était un grand ornement pour la table, envoya dire qu'il avait raté sa pièce. « Quoi ?» s'exclama le majordome, étonné. « Et qui es-tu » ? « Je suis Antonio Canova, le petit-fils de Pisano, » répondit l'homme au visage pâle. « Que peux-tu faire » demanda le majordome. « Je peux réaliser quelque chose qui servira pour le centre de la table. Si tu me laisses essayer, je te montrerai, » répondit Canova. Le majordome ne savait que faire, alors il dit à Antonio de s'avancer et de voir ce qu'il pouvait faire. En demandant un peu de beurre, le sculpteur molda rapidement un grand lion couché, que le majordome admiratif plaça sur la table. Le dîner fut annoncé et de nombreux marchands, princes et nobles parmi les plus notables de Venise furent introduits dans la salle à manger. Parmi eux se trouvaient des critiques d'Arabil,
qui, lorsqu'ils posèrent les yeux sur le lion en beurre, oublièrent le but pour lequel ils étaient venus, tant ils étaient stupéfaits par une telle œuvre de génie. Ils examinèrent le lion longuement et attentivement et demandèrent au signor Falro quel grand sculpteur avait été persuadé de gaspiller son talent sur un matériau aussi éphémère. Falro ne put le dire et demanda alors au majordome, qui introduisit Antonio auprès des convives. Lorsque les invités distingués apprirent que le lion avait été réalisé en peu de temps par un sculpteur, la scène se transforma en une fête en son honneur. L'hôte riche déclara qu'il payerait les frais du jeune homme auprès des meilleurs maîtres et tint sa promesse. Antonio ne se laissa pas corrompre par sa bonne fortune. Il resta profondément le même jeune homme simple, sérieux et fidèle, qui avait tant travaillé pour devenir un bon tailleur de pierre dans l'atelier de Pisano. Peut-être que certains n'ont pas entendu comment le jeune Antonio profita de cette première grande opportunité, mais tout le monde connaît Canova, l'un des plus grands sculpteurs de tous les temps. Les hommes faibles attendent les opportunités, les hommes forts les créent. Les meilleurs hommes, dit Échapigne, ne sont pas ceux qui ont attendu les opportunités, mais ceux qui les ont saisies, ont assiégé l'opportunité, ont conquis l'opportunité et ont fait de l'opportunité leur servante. Il se peut qu'il n'y ait qu'une chance sur 1 million de recevoir une aide inhabituelle, mais il y a toujours des opportunités que tu peux améliorer pour en tirer parti, si seulement tu agis. Le manque d'opportunités est toujours l'excuse d'une pensée faible et hésitante. Les opportunités, chaque vie en est remplie. Chaque leçon à l'école ou au collège est une opportunité, chaque examen, chaque patient, chaque article de journal, chaque client, chaque sermon, chaque transaction commerciale est une opportunité pour être éduqué, viril, honnête, pour être un ami. Chaque épreuve de confiance en toi est une grande opportunité, chaque responsabilité imposée à ta force et ton honneur est inestimable. L'existence est le privilège de l'effort, et quand elle est accomplie comme un homme, les opportunités de réussir selon ton attitude viendront plus rapidement que tu ne peux les utiliser. Si un esclave comme Fred Douglas, qui n'était même pas propriétaire de son propre corps, peut s'élever en tant qu'orateur, éditeur et homme d'État, que devrait être le plus pauvre des Blancs comparé à Douglas? C'est l'homme oisif, et non le grand travailleur, qui se plaint toujours de ne pas avoir de temps ni d'opportunité. Certains jeunes tireront plus parti des opportunités que beaucoup gaspillent négligemment, et ces autres en profiteront dans leur vie, comme les abeilles extraient le miel de chaque fleur. Chaque personne qu'ils rencontrent, chaque circonstance du jour, ajoute quelque chose à leur réserve de connaissances utiles ou de pouvoir personnel. Personne n'est exempté de la visite de la fortune au moins une fois dans sa vie, dit un cardinal. Mais lorsqu'il constate que quelqu'un n'est pas prêt à la recevoir, elle entre par la porte et sort par la fenêtre. Cornelius Vanderbilt trouva son opportunité dans le bateau à vapeur et décida de s'identifier à la navigation à vapeur. À la surprise de tous ses amis, il abandonna son commerce prospère et prit le commandement de l'un des premiers bateaux à vapeur lancés, avec un salaire de $1000 par an. Livingston et Fulton avaient acquis le droit exclusif de naviguer à vapeur sur les eaux de New York, mais Vanderbilt considérait la loi comme inconstitutionnelle et la défia jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. Il devint rapidement propriétaire de bateaux à vapeur. Lorsque le gouvernement offrit une grande subvention pour le transport du courrier européen, il proposa de le transporter gratuitement et d'offrir un meilleur service. Son offre fut acceptée et il obtint ainsi rapidement un énorme trafic de marchandises et de passagers, posant les bases du vaste système Vanderbilt que nous connaissons aujourd'hui. Le jeune Philip Barmore rejoignit la longue caravane des 40 mineurs et traversa le grand désert américain avec toutes ses possessions dans une charrette de prairie tirée par des mules. Le travail acharné et les bénéfices constamment épargnés dans les mines lui permirent, 6 ans plus tard, de se lancer dans le commerce des grains et des entrepôts à Milwaukee. En 9 ans, il gagna $500 000, mais il vit sa grande opportunité dans l'ordre de Grant à Richmond. Un matin de 1864, il frappa à la porte de Plankington, associé dans son aventure de conditionneur de viande de porc. « Je vais prendre le prochain train pour New York, dit-il, pour vendre de la viande de porc. Grant a les rebelles à la gorge et la viande de porc va descendre à $12 le baril. » C'était son opportunité. Il se rendit à New York, proposa de la viande de porc en grande quantité à $40 le baril, et sa proposition fut accueillie avec enthousiasme.
Les astucieux spéculateurs de Wall Street se moquèrent du jeune occidental et lui dirent que la viande de porc monterait à 60 $ car la guerre n'était pas encore terminée. Cependant, M. Armour continua de vendre, et Grant progressa. Richmond tomba, la viande de porc chuta avec lui à 12 $ le baril, et M. Armour fit 2 millions de dollars. John D. Rockefeller trouva son opportunité dans le pétrole. Il remarqua qu'il y avait une grande population dans ce pays avec très peu de lumière. Le pétrole était abondant, mais le processus de raffinage était rudimentaire, et le produit était inférieur et peu sûr. Là se trouvait l'opportunité de Rockefeller. En s'associant avec Samuel Andrew, le portier d'un atelier mécanique où ils avaient tous deux travaillé, il lança un alambic de un seul baril en 1870. En utilisant un processus amélioré découvert par son partenaire, ils fabriquèrent un pétrole de qualité supérieure et prospérèrent rapidement. Ils admirent M. Flagler comme troisième associé, mais Andrew resta insatisfait. « Que veux-tu pour ton intérêt ?» demanda Rockefeller. Andrew écrivit négligemment sur un papier 1 million de dollars. En 24 heures, M. Rockefeller lui remit cette somme en disant « Moins cher 1 million que 10 en 20 ans ». Le commerce de la petite raffinerie, qui ne valait à peine 1 000 $ pour le bâtiment et les équipements, était devenu le Standard Oil Trust, capitalisé à 90 millions de dollars avec des actions cotées à 170, ce qui donnait une valeur marchande de 150 millions. Voici des exemples de la manière dont on profite des opportunités pour gagner de l'argent. Mais heureusement, il existe une nouvelle génération d'électriciens, d'ingénieurs, de savants, d'artistes, d'auteurs et de poètes qui trouvent des opportunités aussi nombreuses que les chardons pour faire quelque chose de plus noble que simplement amasser des richesses. La richesse n'est pas un but pour lequel il faut se battre, mais une opportunité. Ce n'est pas le point culminant de la carrière d'un homme, mais un incident. Madame Elizabeth Wright, une dame Quaker, vit son opportunité dans les prisons d'Angleterre en 1813. Entre 300 et 400 femmes presque nues étaient entassées dans un seul pavillon de Newgate à Londres en attente de jugement. Elles n'avaient ni lit ni pyjama, mais les femmes âgées et les jeunes filles dormaient dans la saleté et les haillons sur le sol. Personne ne semblait se soucier d'elles et le gouvernement se contentait de leur fournir de la nourriture pour les maintenir en vie. Madame Free visita Newgate, calma la foule hurlante et leur annonça qu'elle souhaitait établir une école pour les jeunes filles. De plus, elle leur demanda de choisir une enseignante parmi elles. Elles furent surprises mais choisirent une jeune femme qui avait été internée pour avoir volé une montre. En 3 mois, ces bêtes sauvages, comme on les appelait souvent, devinrent inoffensives et aimables. La réforme s'étendit jusqu'à ce que le gouvernement légalise le système et que de bonnes femmes de toute la Grande-Bretagne s'intéressent au travail d'éducation et d'habillement de ces parias. 80 ans plus tard, son plan a été adopté dans le monde entier. En Angleterre, un enfant avait été renversé par une voiture et le sang brillant coulait d'une artère coupée. Personne ne semblait savoir quoi faire jusqu'à ce qu'un autre enfant, Ashley Cooper, prenne son mouchoir et arrête l'hémorragie en pressant sur la plaie. Les éloges qu'il reçut pour avoir sauvé ainsi la vie de l'enfant l'encouragèrent à devenir chirurgien, devenant le plus remarquable de son époque. Le moment arrive pour le jeune chirurgien, dit Arnold, où, après une longue attente et un patient travail et expérience, il se trouve soudainement face à sa première opération critique. Le chirurgien n'est pas là, le temps presse, la vie et la mort sont en jeu. Il est à la hauteur de l'urgence? Peut-il remplacer le grand chirurgien et faire le travail? S'il peut, il est le seul parmi tous les autres qui est nécessaire. Son opportunité se présente à lui, il est face à elle. Confessera-t-il son ignorance et son incapacité ou fera-t-il un pas vers la gloire et la fortune? C'est lui seul qui doit décider. Vous êtes prêt pour une grande opportunité, et il invita un ami de Salem. Après le dîner, l'ami dit, j'ai essayé de persuader Outé d'écrire une histoire basée sur une légende d'Acadie qui est encore actuelle là-bas, la légende d'une jeune fille qui, lors de la dispersion des Acadiens, fut séparée de son amante et passa sa vie à l'attendre et à le chercher, ne le retrouvant que pour mourir dans un hôpital alors qu'ils étaient tous deux âgés. Longfellow s'étonna que la légende n'attira pas l'attention de Houston et lui dit « Si tu es vraiment décidé à ne pas l'utiliser pour un récit, me la laisseras-tu pour un poème ?» Houston accepta et promit de ne pas traiter le sujet en prose jusqu'à ce que Longfellow voie ce qu'il pouvait faire avec lui en vers.
Longfellow profita de son opportunité et offrit au monde Evangeline, ou le succès des Acadiens. Les yeux ouverts découvriront des opportunités partout, les oreilles ouvertes ne manqueront jamais d'entendre les appels de ceux qui périssent en quête d'aide, les cœurs ouverts ne manqueront jamais d'objets dignes auxquels offrir leurs dons, et les mains ouvertes ne manqueront jamais d'un travail noble à accomplir. Tout le monde avait remarqué le débordement lorsqu'un solide est immergé dans un récipient rempli d'eau, bien que personne n'ait utilisé son savoir que le corps déplace son volume exact de liquide. Mais lorsqu'Archimède observa le phénomène, il découvrit une méthode facile pour trouver le contenu cubique des objets, quelle que soit leur forme irrégulière. Tout le monde connaissait la constance avec laquelle un poids suspendu oscille d'un côté à l'autre lorsqu'il est déplacé, jusqu'à ce que la résistance de l'air le ramène au repos. Mais personne ne considérait cette information comme ayant une importance pratique. Cependant, le jeune Galilée, en observant une lampe laissée oscillante par accident dans la cathédrale de Pise, vit dans la régularité de ces oscillations le principe utile du pendule. Même les portes de fer d'une prison ne suffirent pas à l'éloigner de ses recherches. Il expérimenta avec la paille de sa cellule et apprit des leçons précieuses sur la résistance relative des tubes et des tiges de même diamètre. Pendant longtemps, les astronomes connaissaient les anneaux de Saturne et les considéraient simplement comme des curiosités exceptionnelles à la supposée loi de formation des planètes. Mais Herschel vit qu'au lieu de cela, ils sont les seules preuves visibles de certaines étapes du processus invariable de formation des étoiles. Et à partir de ce témoignage muet, il ajouta un chapitre précieux à l'histoire scientifique de la création. Il n'y avait pas un seul marin en Europe qui ne se soit demandé ce qu'il pourrait y avoir au-delà de l'océan occidental. Mais c'est à Colomb qu'il incomba d'avancer audacieusement en mer inconnue et de découvrir un nouveau monde. D'innombrables pommes étaient tombées des arbres, frappant toujours la tête des hommes comme pour les faire réfléchir. Mais Newton fut le premier à réaliser qu'elles tombent selon la même loi qui maintient les planètes en orbite et qui empêche que l'impulsion de tous les atomes de l'univers ne les lance sauvagement vers le chaos. Les éclairs avaient ébloui les yeux et les tonnerres avaient secoué les oreilles des hommes depuis les jours d'Adam, dans une vaine tentative d'attirer leur attention sur l'omniprésente et grande énergie de l'électricité. Mais les décharges de l'artillerie céleste n'étaient perçues que comme une terreur aveugle et un bruit jusqu'à ce que Franklin, par une expérience simple, démontre que la foudre n'est rien d'autre qu'une simple manifestation de force résistante mais contrôlable, aussi abondante que l'air et l'eau. Comme beaucoup d'autres, ces hommes sont considérés comme grands simplement parce qu'ils ont amélioré les opportunités communes à toute la race humaine. Lisez l'histoire de tout homme de succès et observez la morale racontée il y a des milliers d'années par Salomon. Vois-tu un homme diligent dans ses affaires? Il se tiendra devant les rois. Ce proverbe est bien illustré par la carrière de l'industriel Franklin, qui fut en présence de 5 rois et se distingua parmi d'autres. Celui qui améliore une opportunité sème une graine qui donnera des fruits en opportunité pour lui et pour les autres. Tous ceux qui ont travaillé honnêtement dans le passé ont contribué à mettre le savoir et le confort à la portée d'un nombre croissant de personnes. Le mécanicien sobre, frugal, énergique et habile, le jeune éduqué, le bureaucrate et l'employé ont aujourd'hui à leur disposition plus de voies nombreuses et accessibles que jamais auparavant dans l'histoire du monde. Il y a peu de temps, il n'y avait que 3 ou 4 professions. Maintenant il y en a 50, et les métiers où il y en avait un sont maintenant au nombre de 100. Comment s'appelle-t-il? Demanda un visiteur dans un atelier, lorsqu'on lui montra, parmi de nombreux dieux, une statue dont le visage était caché par les cheveux et qui avait des ailes aux pieds. Opportunité, répondit le sculpteur. Pourquoi a-t-elle le visage caché? Parce que les hommes la connaissent rarement lorsqu'elle s'approche d'eux. Pourquoi a-t-elle des ailes aux pieds? Parce qu'elle s'en va rapidement, et une fois partie, elle ne peut être rattrapée. L'opportunité a des cheveux devant, dit un auteur latin, mais elle est chauve derrière. Si vous la saisissez par la chevelure, vous pouvez la retenir, mais si elle s'échappe, même Jupiter lui-même ne pourra plus la rattraper. Mais quelle est la meilleure opportunité pour celui qui ne peut ou ne veut l'utiliser? Il m'est arrivé, dit un capitaine de navire, de rencontrer le vapeur central américain en détresse. La nuit approchait et la mer se déchaînait, mais j'appelai le vapeur en panne et lui demandai s'il avait besoin d'aide. Je coule, cria le capitaine. Ne serait-il pas mieux de faire embarquer directement vos passagers? Non, je resterai avec vous jusqu'à demain,
répondit le capitaine. Je vais essayer, mais ne serait-il pas préférable d'embarquer maintenant vos passagers? J'ai essayé de me placer à ses côtés, mais, la nuit, avec la mer agitée, je n'ai pas pu maintenir ma position et je ne vis plus le vapeur. 1 heure et demie après avoir dit rester avec moi jusqu'à demain, son navire, sa cargaison vivante coula, le capitaine, l'équipage et la plupart des passagers trouvèrent leur tombeau dans les profondeurs. Le capitaine apprécia l'importance de l'opportunité qu'il avait négligée, maintenant hors de portée, mais quel fut le profit de son amertume lorsque ces derniers moments arrivèrent? Combien de vies furent sacrifiées à cause de son espoir et de son indécision? Tout comme lui, les faibles, les paresseux et ceux qui n'ont pas de but trouvent souvent peu de sens dans les occasions les plus simples, jusqu'à ce qu'il apprenne trop tard la vieille leçon que le moulin ne peut jamais moudre l'eau qui est passée. Ces personnes arrivent toujours un peu trop tard ou un peu trop tôt dans tout ce qu'elles tentent. Chacun a 3 mains, dit John Beck, une main droite, une main gauche, et un peu de main arrière. Les enfants arrivaient en retard à l'école et étaient indisciplinés dans leurs tâches domestiques. Alors, ils prennent l'habitude, et maintenant, lorsque la responsabilité les appelle, ils pensent que s'ils étaient allés hier, ils auraient eu la situation sous contrôle, ou qu'ils pourraient probablement y arriver demain. Ils se rappellent de nombreuses occasions de gagner de l'argent ou savent comment le faire à un autre moment que le présent. Ils voient comment s'améliorer ou aider les autres dans le futur, mais ne perçoivent aucune opportunité dans le présent. Ils ne peuvent pas saisir leur chance. Joe Stalker, gardien des freins arrière du train de logement, était très populaire parmi tous les cheminots. Les passagers l'aimaient parce qu'il était désireux de plaire et toujours prêt à répondre aux questions qu'on lui posait, mais il ne se rendait pas compte de la pleine responsabilité de son poste. Il prenait les choses avec calme et donnait parfois un pourboire. Et si quelqu'un le réprimandait, il esquissait un sourire et répondait de manière si bienveillante que l'ami pensait avoir exagéré le danger. « Merci, tout va bien, ne t'inquiète pas. » Une nuit, il y eut une forte tempête de neige et son train fut retardé. Joe se plaignait de devoir effectuer un travail supplémentaire à cause de la tempête et buvait discrètement de temps en temps une gorgée d'une bouteille vide. Il devint bientôt très joyeux, mais le contrôleur et le conducteur du train étaient vigilants et anxieux. Entre 2 stations, le train s'arrêta brusquement. La locomotive avait explosé. Un express devait passer dans quelques minutes sur la même voie. Le contrôleur se précipita vers le wagon arrière et ordonna à Joe de revenir avec la lumière rouge. Le garde-frein se mit à rire et dit « Pas de précipitation. Attends que je prenne mon manteau. » Le contrôleur répondit avec sérieux « Ne perds pas une minute, Joe, l'express arrive. » « D'accord, » dit Joe en souriant. Le chef d'orchestre se précipita vers la machine, mais le garde-frein ne partit pas immédiatement. Il s'arrêta pour enfiler son manteau, but une autre gorgée de la bouteille vide pour se réchauffer, puis prit lentement la lanterne et, en sifflotant, se dirigea tranquillement vers la voie. Il n'avait pas fait 10 pas lorsqu'il entendit le sifflement de l'express. Il courut alors vers le virage, mais il était déjà trop tard. En une minute horrible, la locomotive de l'express avait percuté le train arrêté et les cris des passagers blessés se mêlaient au sifflement de la vapeur. Plus tard, lorsque l'on demanda des nouvelles de Joe, il avait disparu, mais le lendemain, on le trouva dans une grange, délirant, balançant une lanterne vide devant un train imaginaire et criant qu'il avait. Il fut ramené chez lui puis dans un asile. Il n'y a pas de son plus triste dans cet endroit lamentable que le gémissement incessant. « Oh, si j'avais des yeux! Si j'avais !» du malheureux garde-frein dont l'indulgence criminelle causa la perte de nombreuses vies. Oh, si seulement il avait! Et le cri silencieux de nombreux hommes qui donneraient leur propre vie pour avoir l'opportunité de revenir en arrière et de corriger les erreurs du passé. Il y a des moments, dit le doyen Holford, qui valent plus que des années. Nous ne pouvons pas l'éviter, il n'existe pas de proportion entre les intervalles de temps en importance ou en valeur. 5 minutes perdues et non pensées peuvent contenir l'événement d'une vie, et ce moment crucial, qui peut savoir quand il arrivera à nous? Ce que nous appelons un point de bascule, dit Arnold, est simplement une occasion qui résume, qui entraîne un résultat. L'entraînement préalable, les circonstances accidentelles ne sont rien sauf pour les hommes qui ont été formés pour les saisir. Le problème avec nous est que nous cherchons toujours une opportunité princière d'acquérir des richesses, de la renommée ou du mérite.
Nous sommes éblouis par ce que Emerson appelle le superficiel américanisme de l'époque. Nous attendons la maîtrise sans apprentissage, connaissance, étude, et nous voulons la richesse par crédit. Jeunes gens, pourquoi êtes-vous là toute la journée à ne rien faire? Toute la terre était occupée avant votre naissance, elle a cessé de produire ses fruits. Tous les sièges sont occupés, les postes sont tous pris, les opportunités sont toutes perdues. Les ressources de votre pays ont été pleinement développées, tous les secrets de la nature ont été découverts. Il n'existe pas de moyen d'utiliser ces moments qui passent pour améliorer ou bénéficier aux autres. La concurrence dans l'existence moderne est si féroce que vous devez vous contenter de gagner votre vie honnêtement. Vous avez reçu le don de la vie à cette époque progressive où toute l'expérience du passé s'accumule pour votre inspiration, simplement pour que vous puissiez ajouter un élément à la somme totale de l'existence purement animale. Né à une époque et dans un pays où la connaissance et les opportunités abondent comme jamais auparavant, comment pouvez-vous rester les bras croisés, demandant l'aide de Dieu pour un travail pour lequel il vous a donné les facultés et la force nécessaires? Même lorsque le peuple élu pensait que son progrès était freiné par la mer Rouge et que son leader se tourna pour demander l'aide divine, le Seigneur dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle au fils d'Israël pour qu'il avance. » Avec le monde plein de travail à accomplir, avec la nature humaine si constituée que toujours une parole aimable ou une aide insignifiante peut arrêter la marée du désastre pour un compagnon ou dégager son chemin vers le succès, avec nos propres facultés si disposées que dans l'effort honnête, sincère et persévérant, nous trouvons notre plus grand bien, et avec d'innombrables exemples nobles pour nous encourager et nous inciter à faire en sorte que chaque moment nous mène au seuil d'une nouvelle opportunité. Ne attends pas ton opportunité. Fais-le comme le pasteur Ferguson l'a fait lorsqu'il calcula les distances des étoiles avec un tas de perles de verre sur une corde, ou comme George Stephenson l'a fait lorsqu'il maîtrisa les règles des mathématiques avec un peu de craie sur les côtés sales des wagons de charbon dans les mines. Comme Napoléon l'a fait dans 100 situations impossibles. Fais-le comme tous les leaders, en guerre et en paix, ont construit leurs opportunités de succès. Les opportunités en or ne signifient rien pour la paresse, mais le travail rend ces opportunités plus fréquentes, qu'elles soient en or ou non. Il y a une marée dans les affaires des hommes qui, prise à son apogée, mène à la fortune. Négligés, tout le voyage de leur vie s'enlise dans les bas-fonds et les misères. Nous devons saisir la marée lorsqu'elle est favorable, ou perdre nos entreprises. Jamais une opportunité ne se représente deux fois. Profite donc du moment lorsque la fortune sourit et que le devoir indique le chemin. Ne t'éloigne ni par peur du spectre, ni ne t'arrête bien que le plaisir t'appelle depuis son ombre. Avance courageusement vers l'objectif. On cherche un homme, on cherche des noms, non des systèmes, des hommes aptes et sages, non des visages rigides, non pas des richesses en montagne, ni du pouvoir avec des sourires gracieux, ni même la plume puissante. On cherche des hommes. Tout le monde crie, où est l'homme qui nous sauvera? Nous voulons son nom. Ne cherche pas si loin, cet homme est à portée de main. Cet homme, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Constituer un homme, rien de plus difficile si on ne sait pas comment le vouloir, rien de plus facile si on le veut. Alexandre Dumas, Diogène chercha avec une lanterne à midi dans l'ancienne Athènes un homme parfaitement honnête, et il le fit en vain. Une fois sur la place du marché, il cria haut et fort, « Écoutez-moi, homme !» Et lorsque la foule se rassembla autour de lui, il dit, « Je me moque du mépris, j'ai appelé les hommes, non les pygmées. » Au-dessus de chaque profession, occupation et vocation, le monde a un avis permanent, on cherche un homme. On cherche un homme qui ne perde pas son individualité dans une foule, quelqu'un qui ait le courage de ses convictions, qui n'ait pas peur de dire non, même si tout le monde dit oui. On a besoin d'un homme qui, bien qu'animé par un puissant dessein, ne laisse pas une grande capacité dans la petitesse paralyser, déformer ou mutiler son être. On cherche un homme qui ne permette pas qu'un développement excessif d'une capacité atrophie ou inhibe ses autres facultés. On cherche un homme qui soit plus grand que sa vocation, qui ne considère pas sa profession comme une simple manière de gagner sa vie, mais qui voit en elle le développement personnel, l'éducation et la culture, la discipline et l'instruction, le caractère et la virilité. Il y a 1 millier de chaires vacantes dans une seule dénomination religieuse de prédicateurs oisifs sur le marché, tandis qu'un autre millier de comités ecclésiastiques parcourent le pays en quête d'hommes pour occuper ces mêmes chaires vacantes,
et cherche en vain dans une direction suffisante, au moins vers un horizon aussi large que les opportunités de l'époque et la nécessité urgente d'hommes bons. On cherche un homme courageux qui ne soit pas lâche en aucune partie de sa nature. Il faut un homme équilibré, qui ne soit pas maudit par un petit défaut de faiblesse qui paralyse son utilité et neutralise ses pouvoirs. On cherche un homme qui soit symétrique et non unilatéral dans son développement, qui n'ait pas consacré toutes les énergies de son être à une spécialité étroite au détriment de toutes les autres branches de sa vie, qui se soit fanée et morte. On exige un homme qui soit vaste et qui ait une vision complète des choses. Un homme qui combine le bon sens avec ses théories, qui ne laisse pas l'éducation universitaire gâcher sa vie pratique et quotidienne, un homme qui préfère la substance à l'apparence et qui considère son bon nom comme un trésor inestimable. On cherche un homme qui, bien qu'il ne soit pas un champignon rabougri, soit plein de vie et de feu, mais dont les passions soient entraînées à servir une volonté forte au service d'une conscience délicate, qui ait appris à aimer toute beauté, qu'elle soit de la nature ou de l'art, à haïr toute vilainie et à respecter les autres comme lui-même. Le monde cherche un homme éduqué en tout point, dont le sens est poussé à sa plus vive sensibilité, dont le cerveau est cultivé, aigu, incisif, vaste, dont les mains sont habiles, dont les yeux sont alertes, sensibles, microscopiques, dont le cœur est tendre, magnanime, véritable. Le monde entier est à la recherche d'un homme ainsi. Bien qu'il y ait des millions de personnes sans emploi, il est presque impossible de trouver l'homme adéquat dans presque tous les domaines de la vie. Et pourtant, partout, nous voyons l'annonce, on cherche un homme. Dans son célèbre essai sur l'éducation, Rousseau dit, selon l'ordre de la nature, étant donné que les hommes sont égaux, leur vocation commune est la profession de l'humanité, et celui qui est bien éduqué pour remplir le devoir d'un homme ne peut être mal préparé pour exercer n'importe quel métier qui y est lié. Peu m'importe si mon élève est destiné à l'exercice du ministère, à la chaire ou à la profession d'avocat. La nature nous a destinés au métier de la vie humaine avant notre place dans la société. Vivre est la profession que je veux lui enseigner. Quand il aura terminé avec cela, il est vrai qu'il ne sera ni soldat, ni avocat, ni divin, il sera d'abord un homme. La fortune peut le déplacer d'un rang à un autre comme elle le souhaite, et il sera toujours à sa place. Un petit et court docteur en divinité se tenait sur une marche lors d'une grande convention baptiste et dit « Rendez grâce à Dieu d'être baptiste ». Le public ne pouvait pas entendre et il cria plus fort. « Montez plus haut », dit quelqu'un. « Je ne peux pas », répondit-il, « être baptiste est le plus haut que l'on puisse atteindre. Mais il existe quelque chose de plus élevé que d'être baptiste, c'est d'être un homme. Comme le dit Emerson, la question de Thalie est toujours la principale. Est-il riche, engagé, bien intentionné? A-t-il telle ou telle faculté? Est-il du mouvement, de l'establishment? Défend-il quelque chose? Il doit être bon dans son genre. C'est tout ce que demande le bon sens de l'humanité. Lorsque l'on demanda à Garfield, enfant, ce qu'il voulait devenir, il répondit, « En premier lieu, je dois devenir un homme. Si je n'y parviens pas, je ne pourrai rien accomplir. » Mountain dit que notre travail n'est pas de former une âme à elle seule ni un corps à lui seul, mais de former un homme. Une grande nécessité dans le monde d'aujourd'hui est celle des hommes et des femmes qui sont de bons animaux pour supporter l'attention de notre civilisation. Tous deux doivent avoir de bons corps et un excès d'esprit animal. Quoi de plus glorieux qu'une virilité magnifique animée par des esprits débordants de santé? C'est un triste spectacle de voir des milliers d'étudiants diplômés chaque année de nos institutions prestigieuses, dont l'objectif est de faire des hommes robustes, indépendants et autosuffisants, se transformer en arbustes au lieu de chênes robustes, en glandes de la mémoire au lieu d'hommes, en boucliers sans défense au lieu d'autosuffisants, en maladifs au lieu de robustes, en faibles au lieu de forts, inclinés au lieu de droits. Tant de jeunes prometteurs et jamais un nom achevé. Le caractère sympathise avec la nature du corps et l'assume inconsciemment. Un homme de mauvaise humeur, grognon et malade ne peut développer le vigueur et la force de caractère qui sont possibles pour un homme qui serait sain, robuste et joyeux. Il existe un amour inhérent dans le lamentation humaine pour l'intégrité, une exigence que l'homme atteigne le niveau le plus élevé, tout comme il y a une protestation inhérente ou un mépris pour la déficience évitable. La nature exige également que l'homme soit toujours au sommet de sa condition, comme si nous étions sur le rivage de la mer pendant que la marée monte.
Une vague arrive à la plage beaucoup plus haute que toutes les précédentes, puis elle se retire, et pendant un certain temps, aucune des vagues suivantes n'atteint son niveau. Mais après un autre laps de temps, toute la mer est là et au-delà. Ainsi, de temps en temps, apparaît un homme qui est au-dessus de ses pairs, montrant que la nature n'a pas perdu son idéal, et après un certain temps, même l'homme moyen dépassera la vague la plus haute de l'humanité qui a été donnée au monde. Périclès parcourut la Grèce pendant de nombreuses années, étudiant les traits les plus beaux des femmes magnifiques, obtenant ici un œil, là un front et un nez, ici une grâce et là un tour de beauté pour son célèbre portrait d'une femme parfaite qui charma le monde. Ainsi, l'homme futur sera un composé de nombreux éléments en un seul, il absorbera en lui non pas la faiblesse ni les folies, mais la force et les vertus d'autres types d'hommes. Il sera élevé au plus haut pouvoir, deviendra un homme centré sur lui-même, équipé et toujours maître de lui-même. Sa sensibilité ne sera ni atténuée ni émoussée par la violation des lois de la nature. Tout son caractère sera impressionnable et répondra aux touches les plus délicates de la nature. Le premier exigence de toute éducation et discipline doit être la matière de l'homme. La matière résistante doit provenir d'arbres bien développés et robustes, elle peut devenir un mât, un piano ou une sculpture exquise. Le temps et la patience permettent au jeune arbre de se transformer en arbre adulte. De même, à travers la discipline, l'éducation et l'expérience, le jeune homme devient un homme sur les plans mental, moral et physique. Si le jeune commence avec la ferme détermination que chaque déclaration qu'il fera sera la vérité exacte, il résultera que chaque promesse sera tenue à la lettre, chaque rendez-vous sera respecté avec la plus stricte fidélité et la pleine considération du temps des autres. S'il considère sa réputation comme un trésor inestimable, s'il sent que les yeux du monde sont sur lui et qu'il ne doit dévier ne serait-ce qu'un peu de la vérité et du droit, en adoptant une telle posture dès le début, il pourrait avoir, comme Georges Biffo dit, un crédit presque illimité et la confiance de tous ceux qui le connaissent. Que sont les palais et les équipements? Que peut faire un homme pour couvrir un continent de ses titres de propriété ou un océan avec son commerce comparé à la rectitude consciente, à un visage qui ne pâlit jamais face à la voix de l'accusateur, à une poitrine qui ne palpite jamais de peur de l'exposition, et à un cœur qui pourrait être retourné sans révéler la moindre tache de déshonneur, n'ayant fait de mal à personne ni signé un document dont l'ange le plus pur du ciel n'a été témoin. Marcher et vivre avec une éducation à distance de ce qui ne vous appartient pas, sans que rien ne se dresse entre votre désir et sa gratification, si ce n'est la loi invisible de la rectitude, c'est cela être un homme. L'homme est la seule chose qui existe et il est plus grand que l'univers. Toutes les époques ont tenté de produire un modèle parfait, un seul homme complet à évoluer. Pourtant, même les meilleurs ne sont que des prophéties de ce qui est à venir. Qu'est-ce qu'un État? Ce ne sont pas les hauts remparts ni les terrasses travaillées, ni les épais murs ni les portes fortifiées. Ce ne sont pas les villes fières avec des flèches et des tourelles couronnées, ni les baies et les ports à larges canons, ni les cours ornés d'étoiles et de paillettes où la bassesse des sourcils parfume l'orgueil. Non, ce sont les hommes, des hommes de grand esprit avec des pouvoirs bien supérieurs à ceux des brutes, que ce soit dans la forêt, au frein ou en garde, comme ceux des bêtes qui émergent des rochers froids et des ronces rugueuses. Des hommes qui connaissent leurs devoirs mais aussi leurs droits, et qui, en les connaissant, osent les défendre, prévenir le coup décisif et écraser le tyran tout en brisant la chaîne. William Jones, que Dieu nous donne des hommes. Une époque comme celle-ci exige des esprits forts, des cœurs grands, une foi véritable et des mains prêtes. Des hommes dont la luxure du poste ne tue pas, des hommes que le butin du poste ne peut acheter, des hommes qui ont des opinions et une volonté, des hommes qui possèdent l'honneur, des hommes qui ne mentent pas, des hommes capables de confronter un démagogue et de mépriser ses flatteries traîtresses sans cligner des yeux. Des hommes hauts, couronnés par le soleil, vivant au-dessus de la brume dans le devoir public et dans la pensée privée. Les fleurs les plus belles et les arbres les plus hauts et les plus forts poussent vers le ciel même dans les terres noires. Parmi les rochers, J.G. Holland, la pauvreté est très terrible et parfois tue l'âme même en nous, mais c'est le vent du nord qui frappe les hommes jusqu'à les transformer en vikings, tandis que le doux et délicieux vent du sud les berce jusqu'à des rêves de lotus. La pauvreté est le sixième sens, dit un proverbe allemand. Toute calamité n'est pas une malédiction et l'adversité précoce est toujours une bénédiction. Les difficultés surmontées enseignent et encouragent dans nos futures luttes. Il ne fait aucun doute que les capitaines de l'histoire actuelle, en utilisant ce terme dans un sens plus large,
sont des hommes qui ont commencé leur vie comme des enfants pauvres. C'est une preuve commune que l'humanité est l'échelle de la jeune ambition. Shakespeare, « Je suis une fille de cour », dit une jolie fillette lors d'une fête pour enfants au Danemark. Mon père est le valet de chambre, ce qui est un poste très élevé, et ceux dont les noms se terminent par « zen », ajouta-t-elle, ne peuvent jamais être rien du tout. Il faut lever les bras bien hauts et garder les coudes bien pointus pour tenir ces gens, zen, à bonne distance. Mais mon papa peut acheter des bonbons pour $100 et les offrir aux enfants, s'exclama la fille du riche marchand Peterson. Ton papa peut faire ça? Oui, répondit la fille d'un éditeur, mon papa peut mettre ton papa et tous les autres dans le journal. Tout le monde le craint, dit mon papa, parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec le journal. Oh, si seulement je pouvais être l'un d'eux, pensa un petit garçon qui se penchait par la fente de la porte avec la permission de la cuisinière pour qui il avait tourné le rôtisseur, mais pas pour ses parents qui n'avaient pas un sou de plus et dont le nom se terminait par « Sen ». Plus tard, lorsque les enfants de la fête étaient devenus des hommes et des femmes, certains d'entre eux allèrent visiter une maison splendide, remplie de toutes sortes d'objets beaux et précieux. Là, ils rencontrèrent le propriétaire, qui, autrefois, avait été ce même enfant considérant comme un grand privilège le fait de les espionner à travers une fente de la porte pendant qu'ils jouaient. Il était devenu le grand sculpteur Torres Walsten. Ce croquis est une adaptation d'un conte du fils d'un pauvre cordonnier danois, dont le nom ne l'a pas empêché de devenir célèbre, Hans Christian Andersen. « Il n'y a pas à craindre que je meure de faim, père, disait l'enfant sourd, suppliant qu'on le retire de l'asile des pauvres et qu'on lui permette de lutter pour obtenir une éducation. Nous sommes au milieu de l'abondance et je sais comment éviter la faim. Les Hottentots subsistent longtemps seulement avec un peu de gomme à mâcher. Aussi, lorsqu'ils ont faim, une ceinture autour du corps est suffisante. Je ne peux pas le faire. Les haies fournissent des mûres et des noix, tandis que les champs de navets et un tas de foin feront un excellent lit. Pauvre garçon sourd et fils d'un père ivrogne, que l'on ne croyait capable de rien de mieux que de fabriquer des chaussures en tant que mendiant, il devint l'un des plus grands érudits bibliques du monde. Il écrivit son premier livre dans le vice. Créon était un esclave grec, comme le raconte un écrivain à Washington, Kate Field, mais il était aussi un esclave du génie de l'art. La beauté était son dieu et il l'adorait avec ravissement. Ce fut après le rejet du grand envahisseur perse, alors qu'une loi était en vigueur interdisant sous peine de mort à quiconque d'embrasser l'art, sauf les hommes libres, que Créon travailla dans un groupe où il espérait un jour recevoir les éloges de Phidia, le plus grand sculpteur vivant, et même ceux de Périclès. Que devait-il faire dans la carrière de marbre devant lui? Créon avait mis sa tête, son cœur, son âme et sa vie à genoux. Jour après jour, il priait pour obtenir une nouvelle inspiration, une nouvelle compétence. Il croyait, reconnaissant et fier, qu'Apollon, répondant à ses prières, avait guidé sa main et insufflé aux figures la vie qui semblait les animer. Mais maintenant, tous les dieux semblaient l'avoir abandonné. Cléone, sa sœur dévouée, ressentit le coup aussi profondément que son frère. Aphrodite, immortelle, haute fille trônante de Zeus, ma reine, déesse patronne, dans ton sanctuaire où j'ai déposé quotidiennement mes offrandes, sois maintenant mon ami, l'ami de mon frère, supplia-t-elle. Puis elle dit à son frère, « Oh, Créon, va au sous-sol sous notre maison. Il fait sombre, mais je t'apporterai de la lumière et de la nourriture. Continue ton travail, car les dieux nous aideront. » Dans la cave, Créon fut gardé et soigné par sa sœur jour et nuit. Il poursuivit sa tâche glorieuse et dangereuse. À cette époque, toute la Grèce fut invitée à Athènes pour contempler une exposition d'œuvres d'art. L'exposition se déroula sur l'Agora, présidée par Périclès. À ses côtés se trouvaient Aspasie, Phidia, Socrate, Sophocle et d'autres hommes de renom. Les œuvres des grands maîtres étaient là, mais un groupe beaucoup plus beau que les autres, un groupe que même Apollon avait décidé de sculpter, attirait l'attention universelle tout en suscitant en même temps la jalousie des artistes rivaux. Qui est le sculpteur de ce groupe? Personne ne put le dire. Les héros répétèrent la question mais n'obtinrent pas de réponse. Un mystère peut être l'œuvre d'un esclave en pleine agitation. Une belle jeune fille, avec sa robe en désordre mais éparpillée, une expression de chute dans les yeux et les lèvres scellées, fut traînée sur l'agora. « Cette femme !» crièrent les officiers. « Cette femme connaît le sculpteur,
nous en sommes sûrs, bien qu'elle ne dira pas son nom. Léon fut interrogée mais resta silencieuse. On lui expliqua la peine pour son comportement, mais ses lèvres restèrent closes. Alors, dit Périclet, la loi est impérative et je suis le ministre de la loi. Emmenez la jeune fille en prison. Tandis qu'il parlait encore, un jeune homme aux cheveux épars, émacié mais aux yeux noirs brillants comme la lumière fulgurante du génie, se précipita en avant et se jetant à ses pieds, s'exclama « Ô Périclet, pardonne et sauve la jeune fille, c'est ma sœur. Je suis le coupable, le groupe est l'œuvre de mes mains, les mains d'un esclave. » La foule indignée l'interrompit et cria « en prison avec l'esclave. » En ma vie, dit Périclet en se levant, contemple ce groupe. Apollon décide avec lui qu'il y a quelque chose de plus élevé en Grèce qu'une loi injuste. Le but le plus élevé de la loi doit se développer à partir du beau. Si Athènes vit dans la mémoire et l'effet des hommes, c'est son dévouement à l'art qui l'immortalise. Non à la prison, mais à mes côtés. Amenez la jeunesse. Là, en présence de la foule rassemblée, Aspasie plaça la couronne d'olivier qu'elle tenait sur le front de Créon, et en même temps, sous les applaudissements universels, baisa tendrement la sœur affectueuse et dévouée de Créon. Les Athéniens érigèrent une statue de Léopold d'Ésope, né esclave, pour que les hommes sachent que le chemin de l'honneur est ouvert à tous en Grèce. La richesse et l'immortalité étaient la récompense certaine pour celui qui pouvait se distinguer dans l'art, la littérature ou la guerre. Aucun autre pays n'a fait autant pour encourager et inspirer le mérite. La lutte naît dans la pauvreté, disait le vice-président Henry Wilson. La misère a été auprès de mon berceau, je sais très bien ce que c'est que de demander à une mère le pain quand elle n'a rien à donner. J'ai quitté ma maison à l'âge de 10 ans et j'ai servi comme apprenti pendant 11 ans, recevant un mois d'école chaque année. Après 11 ans de travail acharné, j'ai obtenu une paire de béhuffes et 6 moutons qui m'ont donné $84. Je n'ai jamais dépensé un seul dollar pour le plaisir, comptant chaque centime depuis ma naissance jusqu'à mes 21 ans. Je sais ce que c'est que de voyager de longues distances et de demander aux autres la permission de travailler. Au cours du premier mois après mes 21 ans, je suis allé dans les bois, j'ai conduit une équipe et coupé des troncs pour un moulin. Je me levais le matin avant l'aube et travaillais dur jusqu'au crépuscule, recevant la somme magnifique de $6 pour un mois de travail. Chacun de ces dollars me semblait aussi grand que la lune que l'on voit ce soir. Monsieur Wilson était déterminé à ne jamais perdre une opportunité pour se cultiver ou progresser. Peu d'hommes connaissaient autant la valeur des moments libres, qu'ils profitaient comme s'ils étaient de l'or, et il ne laissait passer aucun d'eux sans en tirer tout le jus possible. Il parvint à lire 1000 bons livres avant l'âge de 21 ans. Quelle leçon pour les garçons de la ferme. En quittant la ferme, il partit de Natick, Massachusetts, à plus de 100 milles de distance, pour apprendre le métier de cordonnier. Il passa par Boston pour voir le monument de Bunker Hill et d'autres lieux historiques. Tout le voyage lui coûta $1,06. Après un an, il était directeur d'un club de débat à Natick. Avant que 8 ans ne passent, il prononça son discours contre l'esclavage à la législature du Massachusetts. 12 ans plus tard, il se retrouvait à côtoyer le raffiné Sumner au Congrès. Chaque occasion était une grande occasion. Il transformait chaque circonstance de sa vie en matière de succès. Ne te promène plus en ville avec cette tenue extravagante. Laisse-moi te donner des instructions sur ce qu'il faut porter dans la boutique. Habille-toi un peu. Grilly regarda ses vêtements comme s'il n'avait jamais réalisé à quel point ils étaient sordides, et poursuivit. Voyez, messieurs, mon père est dans un nouvel endroit, et je veux l'aider autant que possible. Il n'avait dépensé que $6 pour ses besoins personnels en 7 mois, et devait recevoir $135 du juge J.M. Stirut de la Gazeta de Rie pour un travail de remplacement. Il ne garda que $15 et donna le reste à son père, avec qui il avait déménagé à Vermont, à l'ouest de la Pennsylvanie, et pour qui il avait campé de nombreuses nuits pour protéger les moutons des loups. Il avait environ 21 ans et, bien qu'il fût grand et dégingandé, avec des cheveux couleur taupe, le visage pâle et une voix plaintive, il décida de chercher fortune à New York, portant son paquet de vêtements sur un bâton sur son épaule. Il parcourut 60 milles à travers les forêts jusqu'à Buffalo, prit un bateau du canal jusqu'à Albany, descendit à Hudson en une barge et arriva à New York juste au lever du soleil. C'était le 18 août 1831.
Il trouva un logement dans une auberge à $2,50 par semaine. Son voyage de 600 milles ne lui avait coûté que $5. Pendant des jours et des heures, il erra dans les rues, entrant dans des dizaines de bâtiments et demandant s'ils avaient besoin d'une main, mais se heurtait toujours à des refus. Son apparence pittoresque fit que beaucoup pensèrent qu'il était un apprenti fugitif. Un dimanche, dans sa pension, il apprit qu'il avait besoin d'imprimeurs à l'imprimerie de West. Il se présenta à la porte à 5 heures du matin le lundi et demanda au contremaître un emploi. À 6 heures, celui-ci, ne sachant pas qu'un novice pouvait taper le testament polyglotte pour lequel de l'aide était requise, lui dit « Prépare-lui un étui et ne t'inquiète pas, prépare-lui une boîte et nous verrons s'il peut faire quelque chose. » Lorsque le propriétaire arriva, il s'opposa au nouvel arrivant et dit au contremaître de le laisser partir lorsqu'il aurait terminé sa première journée de travail. Cette nuit-là, il montra une épreuve du jour le plus important et le plus précis jamais réalisé en 10 ans. Il fut associé à une petite imprimerie, fonda le New Yorker, le meilleur hebdomadaire des États-Unis, mais ce n'était pas rentable. Lorsqu'Harrison fut nommé à la présidence en 1840, Riley fonda le Loquevin, qui atteignit alors un tirage fabuleux de 90 000 exemplaires, mais avec ce journal à 1 sou le numéro, il ne gagna pas encore d'argent. Son aventure suivante fut Daniel, avec un prix de 1 cent pour commencer. Il emprunta $1000 et imprima 5 exemplaires du premier numéro. Il était difficile de les distribuer tous. Il commença avec 600 abonnés et augmenta la liste à 11 000 en 6 semaines. La demande du tribunal croissait plus vite que l'acquisition de nouvelles machines pour l'imprimer. C'était un journal dont l'éditeur, malgré ses erreurs, essayait toujours d'avoir raison. James Gordon Bennett avait échoué avec son New York Courier en 1825, avec le Globe en 1832 et avec le Pennsylvania un peu plus tard, et n'était connu que comme un écrivain intelligent pour la presse, ayant économisé seulement quelques centaines de dollars grâce à un travail acharné et une stricte économie pendant 14 ans. En 1835, il demanda à Horace Greeley de se joindre à lui pour fonder un nouveau journal, le New York Herald. Riley refusa mais recommanda 2 jeunes imprimeurs qui s'associèrent avec Bennett et Gérard. Le 6 mai 1835, le capital en espèces pour couvrir les frais fut mis en place. Pendant 10 jours, Bennett loua un petit sous-sol à Wall Street. Il l'aménagea avec une chaise et un bureau constitué d'une planche posée sur 2 tonneaux. Là, en effectuant tout le travail sauf l'impression, il commença à créer un véritable grand journal, quelque chose alors inconnu en Amérique, puisque tous ses prédécesseurs étaient des organes de parti. Le jeune homme s'efforça d'atteindre son idéal en fournissant des nouvelles fraîches et claires d'une zone de plus en plus large, jusqu'à ce que son journal devienne célèbre pour donner l'actualité mondiale aussi complète et rapide que tout autre concurrent, et toujours plus complète et rapide. Aucun effort ni dépense n'était épargné pour obtenir des informations rapides et fiables sur tout sujet d'intérêt général. C'était un travail ardu, mais son aboutissement fut marqué par l'ouverture, à l'angle de Broadway et d'Ann Street, de l'établissement journalistique le plus complet alors connu. L'une des premières choses qui attirèrent l'attention en entrant dans le bureau privé de George Witt à Philadelphie était ce slogan, qui fut la clé du succès d'un jeune homme qui avait commencé sans aucune opportunité. Son ambition première était de posséder le Philadelphia Ledger et le grand bâtiment dans lequel il était publié. Mais comment un pauvre garçon qui travaillait pour $2 par semaine pouvait-il espérer être propriétaire d'un si grand journal? Cependant, il avait une grande détermination et une énergie indomptable. À peine avait-il économisé quelques centaines de dollars en travaillant dans une librairie, qu'il se lança dans le métier en tant qu'éditeur, réalisant de grands succès avec certaines des œuvres publiées, comme l'expédition arctique de Kane. Il avait un sens aigu de ce qui pouvait plaire au public et semblait ne jamais manquer d'ardeur. Malgré les pertes financières quotidiennes du Ledger, ses amis ne purent le dissuader de l'acheter, et en 1864, ses rêves d'enfance se réalisèrent. Il doubla le prix des abonnements, augmenta les tarifs publicitaires, pour l'étonnement de tous, et le journal entama une carrière de prospérité notable, ses bénéfices atteignant généralement plus de $400 000 par an. Il refusa toujours de réduire les salaires de ses employés, malgré le fait que tous les autres établissements de Philadelphie le faisaient. Lors d'un banquet tenu à Lyon il y a près d'un siècle et demi, une discussion surgit sur la signification d'un tableau représentant une scène de la mythologie ou de l'histoire grecque. Voyant que la discussion se chauffait,
L'hôte s'adressa à l'un des garçons et lui demanda une explication du tableau. À la grande surprise des convives, le garçon donna une explication si claire et concise que tout le sujet fut convaincant et résolut immédiatement la dispute. « Dans quelle école avez-vous étudié, messieurs ?» demanda l'un des invités, s'adressant au garçon avec grand respect. « J'ai étudié dans de nombreuses écoles, monseigneur, » répondit le jeune serviteur. « Mais l'école où j'ai le plus étudié et appris est celle de l'adversité. J'ai bien profité des leçons de la pauvreté. » Bien qu'alors il n'était qu'un pauvre, rapidement toute l'Europe résonna avec la renommée des écrits du plus grand de son époque et de son pays, Jean Hus. La douce plage de sable du lac Erie constituait la feuille de papier sur laquelle, faute d'autre matériel, P.R. Spencer, un jeune homme pieds nus et sans perspective, perfectionna les principes essentiels du système spencerien de calligraphie, la plus belle exposition de l'art graphique. Pendant 8 ans, William Cobbett avait suivi la charrue. Lorsqu'il s'échappa à Londres, il copia des documents juridiques pendant 8 ou 9 mois, puis s'enrôla dans un régiment d'infanterie. Pendant sa première année de soldat, il s'abonna à une bibliothèque à Satan, où il lut tous les livres disponibles. Ainsi, il commença à étudier. J'appris la grammaire alors que j'étais soldat de rang avec un salaire de 6 sous par jour. Le bord de ma couchette ou celui du lit de garde était mon siège pour étudier, mon sac à dos servait de bibliothèque, et un morceau de planche sur mes genoux était ma table d'écriture. La tâche ne me demandait rien de comparable à une année de ma vie. Je n'avais pas d'argent pour acheter des bougies ou de l'huile, et en hiver, il était rare d'avoir une autre lumière nocturne que celle du feu. Pour acheter une plume ou une feuille de papier, j'étais obligé de renoncer à une partie de ma nourriture. Même dans un état de semi-faim, je n'avais aucun moment que je pouvais appeler le mien et je devais lire et écrire au milieu des conversations, des rires, des chants, des sifflements et des cris d'au moins une vingtaine des hommes les plus indélicats, et ce, durant les heures où ils étaient libres de tout contrôle. Il ne faut pas oublier le sou que je devais parfois donner pour la plume, l'encre ou le papier. Ce sou était malheureusement une grande somme pour moi. Je suis aussi grand que maintenant, et j'avais une grande santé et beaucoup d'exercice. Tout l'argent que je ne dépensais pas pour nous au marché était de 2 sous par semaine pour chaque homme. Et bien que je me souvienne, une fois, après toutes les dépenses absolument nécessaires, j'avais réussi à mettre de côté un demi-sou que j'avais prévu pour un petit plaisir le matin, mais étant si affamé que je pouvais à peine supporter la vie, quand je me suis déshabillé le soir, j'ai découvert que j'avais perdu mon demi-sou. J'ai enfoui ma tête dans la misérable couverture et le tapis, pleurant comme un enfant. Mais Cobbett fit en sorte que même sa pauvreté et ses dures circonstances servent à sa passion absorbante pour le savoir et le succès. Si, dis-je, dans ces circonstances, j'ai pu trouver et surmonter cette tâche, il existe et peut exister dans le monde entier une jeunesse qui trouve une excuse pour son manque de réalisation. Il n'eut qu'une petite opportunité d'acquérir de grands savoirs scientifiques, mais il possédait un véritable tempérament, faisant que même les vieilles casseroles, théières et bouteilles contribuaient à son succès tout en expérimentant et étudiant dans le grenier de la pharmacie où il travaillait. Beaucoup de fils de fermiers, disures d'Owies, ont trouvé les meilleures opportunités d'amélioration mentale pendant leurs moments de loisir tout en prenant soin des buissons de sève. Telle fut, en tout cas, ma propre expérience. La nuit, il n'y avait qu'à alimenter les chaudières et maintenir le feu, car la sève était recueillie et le bois coupé avant la tombée de la nuit. Pendant la journée, nous avions toujours une bonne réserve de gros pain dont la lumière brûlante devant la maison de sucre me procura de nombreuses nuits délicieuses à lire. Je me souviens que c'est ainsi que j'ai acquis une histoire de la Révolution française et que j'ai obtenu une connaissance plus profonde et plus durable de ces événements et horreurs, et des acteurs de cette grande tragédie nationale, que de toutes les lectures ultérieures. Je me sentis très reconnaissant de pouvoir emprunter les livres d'un certain Kiss après une marche de 2 miles dans la neige, avec les pieds enveloppés dans des morceaux de tapis. Puis-je avoir des vacances demain, père ? Demanda-t-il à Theodore Parker. Un après-midi doux, le pauvre constructeur de moulins de Hexeton regarda avec surprise son fils cadet. C'était une période de beaucoup de travail, mais il remarqua sur le visage sérieux du garçon qu'il n'avait pas un objectif ordinaire en tête et accepta sa demande. Il se leva très tôt le lendemain matin, marcha à travers la poussière pendant 10 milles jusqu'au Harvard College et se présenta comme candidat à l'admission. Il n'avait pas pu assister régulièrement à l'école depuis l'âge de 8 ans,
Mais il avait réussi à y aller 3 mois chaque hiver et avait révisé ses leçons encore et encore en suivant le sillon ou en travaillant sur d'autres tâches. Tous ses moments libres avaient été consacrés à la lecture de livres utiles qu'il empruntait. Un livre qu'il ne pouvait pas emprunter, il sentait qu'il devait l'avoir. Ainsi, les matins d'été, il se levait bien avant le soleil et ramassait fanga après fanga de baies qu'il envoyait à Boston pour obtenir de l'argent et acheter ce précieux dictionnaire latin. « Bien fait, mon fils », dit le meunier lorsque son fils rentra chez lui tard dans la nuit et lui annonça qu'il avait réussi l'examen. « Mais Théodore, je ne peux pas me permettre de te maintenir là-bas. »« C'est vrai, père, » répondit Théodore, « je ne vais pas rester là-bas, j'étudierai à la maison par intermittence et ainsi je me préparerai pour un examen final qui me donnera un diplôme. » Il le fit donc, et en enseignant à l'école à mesure qu'il grandissait, il obtint l'argent nécessaire pour étudier pendant 2 ans à Harvard, où il obtint son diplôme avec honneur. Des années plus tard, en tant qu'ami et conseiller de confiance de Seward, Chase, Sumner, Garrison, Horace Mann et Wendell Phillips, son influence pour le bien se fit sentir dans le cœur de tous ses compatriotes. C'était un plaisir pour lui de se souvenir de ses premières luttes et de ses triomphes parmi les rochers et les buissons du succès. Le moment le plus fier de ma vie, dit Élite, fut lorsque je compris le sens complet des 15 premières lignes de l'Iliade d'Homère. Le père d'Éliud mourut lorsqu'il avait 16 ans, et Elio devint apprenti forgeron dans son village natal de New Britain, Connecticut. Il devait travailler à la forge pendant 10 ou 12 heures par jour, mais pendant qu'il soufflait dans le soufflet, il résolvait mentalement des problèmes d'arithmétique aussi compliqués qu'en un journal conservé à Angorchester où il se rendit quelques années plus tard pour profiter des privilèges de sa bibliothèque. Il y avait des notes comme celle-ci, lundi 18 juin, mal de tête, 40 pages de la théorie de la terre de Cuvier, 64 pages en français, 11 heures de forge, mardi 19 juin, 60 lignes en hébreu, 30 en danois, 10 en bohémien, 9 en polonais, 15 noms d'étoiles, 10 heures de forge, mercredi 20 juin, 25 lignes en hébreu, 8 lignes de syriaco, 11 heures de forge. Il maîtrisait 18 langues et 32 dialectes, devint éminent en tant que forgeron érudit, et pour son travail remarquable au service de l'humanité. Édouard dit que le matin où ce jeune homme sans possibilité acquit une grande éducation, c'est suffisant pour faire rougir quelqu'un qui a de bonnes opportunités d'éducation. La déchaussée Christine Nilsson en Suède lointaine avait peu de chance, mais elle se gagna l'admiration du monde par son merveilleux talent vocal combiné avec une rare grâce féminine. Permettez-moi de dire concernant les circonstances adverses mondaines, dit le docteur au jeune, que vous êtes maintenant au niveau de ceux qui réussiront finalement. Rappelez-vous mes paroles et pensez Y dans 30 ans. Vous découvrirez que ceux qui sont alors millionnaires dans ce pays, ceux qui sont les orateurs du pays, les poètes du pays, les grands commerçants du pays, les grands philanthropes du pays, les plus élevés dans l'Église et l'État se trouvent maintenant à votre niveau, pas une pouce au-dessus de vous, et dans des circonstances redressées, sans équipement ni capital pour commencer. Jeune homme, descends à la bibliothèque, prends quelques livres et lis sur le merveilleux mécanisme que Dieu t'a donné dans ta main, dans ton pied, dans ton œil, dans ton oreille, puis demande à un médecin de te conduire à la salle de dissection et de t'illustrer sur ce que tu as lu, et ne commets plus jamais le blasphème de dire que tu n'as pas de capital pour commencer équipé. Le jeune le plus pauvre est équipé de la manière que le Dieu de tout l'univers pourrait se permettre de l'équiper. Un vendeur de journaux n'est pas un candidat très prometteur pour le succès ou les honneurs dans aucune voie de la vie. Un jeune ne peut commencer sa vie avec beaucoup moins de chance que lorsqu'il commence son quotidien pour gagner sa vie. Cependant, celui qui est plus que tout autre responsable de la régénération industrielle de ce continent a commencé sa vie comme vendeur de journaux au grand train créloué. Thomas Alva Edison avait alors environ 15 ans. Il avait commencé à explorer la chimie et avait monté un petit laboratoire itinérant. Un jour, alors qu'il réalisait une expérience en cachette, le train prit un virage et la bouteille d'acide sulfurique se brisa, provoquant une série d'odeurs surnaturelles et de complications antinaturelles. Le contrôleur, ayant enduré longtemps et patiemment, expulsa rapidement le jeune homme et dans le processus, asséna une gifle sonore à Edison. Edison traversa une série de situations dramatiques, les maîtrisant toujours, jusqu'à atteindre, à un âge précoce, le trône scientifique du monde. Lorsqu'on lui demanda récemment quel était le secret de son succès, il répondit qu'il avait toujours été un abstinent total et modéré en tout, sauf dans son travail.
Daniel Manning, qui fut le premier directeur de campagne du président Cleveland et par la suite secrétaire au Trésor, commença comme distributeur de journaux. Apparemment, le monde était contre lui, tout comme ce fut le cas pour Zurlowick et David. New York semble avoir été prolifique en ce qui concerne les jeunes vendeurs de journaux entrepreneurs. Quelle absurdité que deux jeunes inconnus et incultes, se rencontrant dans une pension bon marché de Boston, se lèvent contre une institution dont les racines étaient ancrées dans la constitution même de notre pays et qui était définie par des érudits, des politiciens, des églises, des personnes de la haute société, sans distinction de credo ou de politique. Quelle chance avaient-ils contre les préjugés et les sentiments d'une nation? Mais ils étaient animés par un but élevé et le faisaient avec toute la gravité possible. L'un d'eux, Benjamin Landy, avait déjà lancé en Ohio un journal appelé L'Esprit de la Liberté Universelle et avait transporté toute l'édition chez lui depuis l'imprimerie, à 20 000 chaque mois. Il avait parcouru 400 000 jusqu'au Tennessee pour augmenter sa liste d'abonnés. Ce n'était pas un jeune comme les autres. Avec William Lloyd Garrison, il continua son travail avec Massachusetts Co. à Baltimore. La vision des enclos d'esclaves le long des principales rues, des bateaux chargés de malheureux arrachés à leur foyer et à leurs familles et envoyés au port du Sud, les scènes déchirantes aux enchères marquèrent Garrison d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Et le jeune homme, dont la mère était si pauvre qu'elle l'envoya à l'école, bien qu'elle lui enseignât dès son jeune âge à haïr l'oppression, résolut de consacrer sa vie à assurer la liberté de ces pauvres malheureux. Dans le premier numéro de son journal, Garrison appela à une émancipation immédiate et attira sur lui la colère de toute la communauté, étant arrêté et envoyé en prison. John G. Walter, un noble ami du Nord, fut si ému par la nouvelle qu'il, dans sa pauvreté extrême, chercha à fournir l'argent nécessaire et écrivit lui-même à Henry, implorant de libérer Garrison en payant l'amende. Après 49 jours de détention, il fut libéré. Wendell Phillips dit de lui, il fut emprisonné pour son opinion. À 24 ans, il avait affronté une nation dans la fleur de sa jeunesse, à Boston, sans argent, amis ni influence. Dans une petite pièce à l'étage, Garrison lança The Liberator. Lisez la déclaration de ce pauvre jeune homme sans aucune opportunité dans le premier numéro. Je serai aussi dur que la vérité et aussi inflexible que la justice. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Je me tromperai pas. Je ne me disculperai pas. Je ne reculerai pas d'un pouce, et je serai entendu. Quelle audace pour un jeune homme qui a le monde contre lui. L'honorable Robert I. Jane de Caroline du Sud écrivit à Otis, maire de Boston, en lui disant que quelqu'un lui avait envoyé un exemplaire de The Liberator et lui demandant de découvrir le nom de l'éditeur. Otis répondit qu'il avait trouvé un pauvre jeune homme imprimant ce modeste feuilleton dans un trou obscur. Son seul assistant était un jeune noir, ses partisans étaient quelques personnes de toutes les couleurs et d'influence limitée. Mais ce pauvre jeune homme, mangeant, dormant et imprimant dans ce trou sombre, avait fait réfléchir le monde, d'où la nécessité de le supprimer. L'association de surveillance de Caroline du Sud offrit une récompense de 1 500 $ pour l'arrestation et la poursuite de quiconque serait surpris en train de diffuser The Liberator. Les gouverneurs d'un ou deux États mirent un prix et une récompense sur la tête de l'éditeur. La législature de Géorgie offrit une récompense de 5 000 $ pour son arrestation et sa condamnation. Garrison et ses collaborateurs furent dénoncés partout. Un clerc nommé Lovejoy fut assassiné par une foule dans l'Illinois pour avoir soutenu la cause tout en défendant son imprimerie. Et dans le vieux berceau de la liberté américaine, la richesse, le pouvoir et la culture du Massachusetts se dressèrent contre les abolitionnistes de manière si scandaleuse qu'un simple spectateur, un jeune avocat plein de promesses, demanda à ce qu'on les élève sur une haute tribune et répondit par un discours comme on n'en avait jamais entendu à l'époque. Lorsque le chevalier exposait les principes qui mettaient les meurtriers de Lovejoy à Alton aux côtés de Otis et Hancock avec Quinze et Adams, Wendell Phillips, en désignant leurs portraits sur les murs, pensa que ses lèvres dépeintes avaient dû s'exclamer pour réprimander l'Américain recréé, le calomniateur des morts par les sentiments qu'il avait exprimés dans un lieu sacré par les prières des puritains et le sang des patriotes. La terre aurait dû se dérober et les engloutir. Toute la nation était en pleine ébullition entre les pionniers du Nord et la cavalerie du Sud. La lutte fut longue et féroce. Même en Californie lointaine, le drame culmina avec le choc de la guerre civile. Lorsque la guerre prit fin,
Après 35 années de conflits inflexibles et héroïques, Garrison fut envoyé par le président Lincoln pour voir comment les étoiles et les barres étaient à nouveau déployées sur Ford's Théâtre, un esclave émancipé qui prononça le discours de bienvenue. Ses 2 filles, désormais considérées comme des êtres humains plutôt que comme des biens de consommation, offrirent à Garrison une magnifique couronne de fleurs. À peu près à la même époque, Richard, un autre puissant ami des opprimés, mourut à Londres. Son père était décédé, laissant 9 enfants presque sans argent. L'enfant gagnait sa vie en gardant les moutons d'un voisin, sans avoir eu la chance d'aller à l'école avant l'âge de 10 ans. Il fut envoyé dans un pensionnat où il fut maltraité, laissé à moitié affamé et ne pouvait écrire à la maison qu'une fois toutes les 3 semaines. À 15 ans, il entra comme commis dans la boutique de son oncle à Londres. Il apprit le français en se levant tôt et en étudiant pendant que ses camarades dormaient. Il fut bientôt envoyé comme représentant commercial. Il appela John Bright à l'aide pour combattre les terribles lois sur le maïs qui privaient les pauvres du pain pour le donner aux riches. Il trouva M. Bryan très attristé parce que son épouse était morte chez eux. Il existe des milliers de foyers sur la terre en ce moment, dit Richard Golden, où les épouses, les mères et les enfants meurent de faim. Maintenant, lorsque le premier paroxysme de douleur sera passé, je te conseille de venir avec moi, car nous ne nous reposerons pas avant que les corvées soient abrogées. Il ne pouvait plus voir le plan du pauvre arrêté à la douane et enregistré au profit du propriétaire terrien et de l'agriculteur, si bien qu'il investit de toute son âme cette grande réforme. Ce n'est pas une question de parti, dit-il, car les hommes de tous les partis sont unis dans cette cause. C'est une question de subsistance, une question entre les millions de travailleurs et l'aristocratie. Ils formèrent la Ligue contre la loi sur le maïs, qui, avec l'aide de la famine irlandaise, car ce fut la fin qui finit par briser les murs de pierre de la protection, obtint l'abrogation de la loi en 1846. M. Bright déclara qu'il n'existait pas en Grande-Bretagne de foyer d'un homme pauvre qui ne bénéficiait pas d'un pain plus grand, meilleur et moins cher grâce aux efforts de Richard Golden. John Bright lui-même était le fils d'un travailleur pauvre. À cette époque, les portes des écoles supérieures étaient fermées aux personnes comme lui, mais le grand cœur quaker de ce jeune homme résolu était ému par les millions de pauvres en Angleterre et en Irlande mourant de faim sous l'effet des lois sur le maïs, durant la terrible famine qui laissa 2 millions d'Irlandais morts en un an. John Bright était plus puissant que toute la noblesse d'Angleterre réunie. Toute l'aristocratie tremblait devant sa logique invincible, sa puissante éloquence et son caractère imposant. À l'exception de Golden, aucun autre homme ne fit autant pour offrir aux travailleurs une journée plus courte, un pain moins cher et un sou de plus. Dans une écurie à Londres vivait un jeune homme très pauvre nommé Michael Faraday, qui transportait des journaux dans les rues pour les prêter aux clients pour 1 sou chacun. Il fut apprenti pendant 7 ans chez un relieur et libraire. En reliant l'Encyclopædia Britannica, ses yeux se fixèrent sur l'article sur l'électricité et il ne put se reposer avant de l'avoir lu. Il se procura une ampoule en verre, une vieille poêle et quelques articles simples avec lesquels il commença à expérimenter. Un client s'intéressa au jeune homme et l'emmena écouter une conférence sur la chimie. Faraday trouva le courage d'écrire au grand scientifique et lui envoya les notes qu'il avait prises de sa conférence. Une nuit, peu de temps après, juste au moment où Michael était sur le point de se retirer, la voiture de Sir Humphrey s'arrêta devant son humble logement et un serviteur lui remit une invitation écrite pour visiter le grand conférencier le lendemain matin. Michael eut à peine le temps de croire ses yeux en lisant la note. Le matin, il se rendit à l'endroit indiqué et s'occupa de nettoyer les instruments et de les transporter dans la salle de conférence. Il observa attentivement chaque mouvement de David tandis qu'il développait sa lampe de sécurité avec un masque en verre sur le visage et expérimentait avec des explosifs dangereux. Michael étudia également et expérimenta. Il ne fallut pas longtemps avant que ce pauvre garçon sans possibilité ne soit invité à donner une conférence devant la grande société philosophique. Il fut nommé professeur à la Royal Academy of Greenwich et devint la merveille de l'époque en matière de science. Tilden dit de lui qu'il est le plus grand philosophe expérimental que le monde ait vu. Lorsqu'on lui demanda quelle était son plus grande découverte, il répondit que c'était Michael Faraday. Ce qui a été fait peut être refait, dit-il. Ce jeune homme sans espoir, israélite, qui devint Lord Beaconsfield, le grand premier ministre d'Angleterre, n'était ni esclave, ni captif, et avec énergie, il pouvait surmonter de plus grands obstacles.
Le sang juif coulait dans ses veines et tout semblait être contre lui, mais il se rappela l'exemple de Joseph, qui devint premier ministre d'Égypte 4000 ans plus tôt, et de Daniel, qui fut premier ministre du plus grand despote du monde 5 siècles avant la naissance du Christ. Il se fraya un chemin à travers les classes basses, les classes moyennes et les classes élevées jusqu'à se hisser comme un maître autonomé au sommet du pouvoir politique et social, rejeté, méprisé, ridiculisé, maltraité à la Chambre des communes. Il se contenta de dire « Le moment viendra où l'on m'écoutera ». Le moment arriva et ce jeune homme sans ressources mais avec de la volonté et de la vie s'imposa au cœur de l'Angleterre pendant un quart de siècle. Henry Clay, le garçon du moulin à lame, était l'un des 7 enfants d'une veuve si pauvre qu'elle ne pouvait l'envoyer dans une autre école que l'école rurale ordinaire, où seul l'enseignement des 3 R était dispensé. Mais il profitait de chaque moment libre pour étudier sans maître, et plus tard il devint un roi parmi les hommes qui s'étaient fait eux-mêmes, un enfant qui avait appris à parler dans une grange aux côtés d'une vache et d'un cheval comme auditoire, et il devint l'un des plus grands orateurs et hommes d'État américains. Voyez Kepler luttant contre la pauvreté et les difficultés, ses livres brûlés en public sur ordre de l'État, sa bibliothèque confisquée par les jésuites, et lui-même exilé par le clamor public. Pendant 17 ans, il travailla paisiblement à démontrer les grands principes que les planètes décrivent des ellipses avec le Soleil en un foyer, qu'une ligne reliant le centre de la Terre au centre du Soleil couvre des espaces égaux en temps égaux, et que les carrés des temps de révolution des planètes autour du Soleil sont proportionnels au cube de leur distance moyenne au Soleil. Ce jeune homme sans possibilité devint l'un des plus grands astronomes du monde. Quand j'ai découvert que j'étais noir, dit Alexandre Dumas, j'ai décidé de vivre comme si j'étais blanc et ainsi obliger les gens à regarder au-delà de ma peau. Ce qui semblait être la possibilité de James Charles, le célèbre forgeron anglais, était très modeste, mais il se levait toujours à 3 heures de l'après-midi pour copier des livres qu'il ne pouvait pas acheter. Il marchait 18 milles jusqu'à Manchester et revenait après une dure journée de travail pour acheter 1 sou de matériaux pour artistes. Il demandait le travail le plus lourd à la forge car cela prenait plus de temps à chauffer, ce qui lui permettait d'avoir de nombreux moments libres pour étudier. Le précieux livre qu'il soutenait contre la cheminée était un grand trésor pour lui, et il profitait de chaque instant libre comme s'il ne devait jamais en voir un autre. Il consacra ses heures de loisirs pendant 5 ans à cette merveilleuse production, la forge, dont des exemplaires sont aujourd'hui visibles dans de nombreux foyers. Quelle chance Galiléo avait-il de gagner en renommée en physique ou en astronomie lorsque ses parents l'obligèrent à aller à une école de médecine. Cependant, alors que Venise dormait, il se trouvait dans la tour de la cathédrale de San Marco et découvrit les satellites de Jupiter et les phases de Vénus grâce à un télescope fabriqué de ses propres mains. Lorsqu'il fut contraint de renoncer publiquement à sa doctrine hérétique selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, tous les terreurs de l'Inquisition ne purent empêcher cet homme de 60 ans, faible, de murmurer pour lui-même. Cependant, il se meut. Lorsqu'il fut emprisonné, son désir pour la recherche scientifique était si grand qu'il démontra avec une paille dans sa cellule que celle-ci est relativement plus forte qu'une tige solide de même taille. Même étant complètement aveugle, il continua de travailler assidûment. Imaginez la surprise de la Royal Society d'Angleterre lorsque le pauvre et inconnu Herschel envoya le rapport de sa découverte de l'étoile George Sidus, son orbite et sa vitesse de mouvement, des anneaux et des satellites de Saturne. Ce jeune homme sans possibilité, qui avait joué de l'oboe pour se nourrir, avait fabriqué de ses propres mains le télescope à travers lequel il découvrit des faits inconnus des astronomes les mieux équipés de son époque. Il avait recueilli 200 miroirs avant de réussir à en obtenir un parfait. George Stephenson était l'un des 8 enfants dont les parents étaient si pauvres qu'ils vivaient tous dans une seule pièce. Il devait garder les vaches d'un voisin, mais il réussissait à trouver le temps de fabriquer un moteur en argile avec des bâtons de cicuta comme tube. À 17 ans, il s'occupa d'un moteur avec son père, pompier. Il ne savait ni lire ni écrire, mais la machine était sa maîtresse et il était un élève assidu. Tandis que les autres se consacraient à jouer ou à faire la fête dans les tavernes pendant les vacances, George passait son temps à démonter sa machine, la nettoyer, l'étudier et faire des expériences avec des moteurs. Lorsqu'il devint célèbre en tant que grand inventeur d'amélioration pour les moteurs, ceux qui avaient traîné et joué le traité de chanceux, sans charme extérieur ni figure. Charlotte décida de se mettre en avant comme actrice, même dans des rôles tels que Rosalinde et la reine Catherine. L'actrice vedette ne put jouer et Mademoiselle Cushman, sa remplaçante,
prit sa place. Cette nuit-là, Mademoiselle Cushman envoûta le public avec une telle maîtrise de l'intelligence et une volonté de faire qu'on oublia l'absence de la simple grâce féminine comme les Fawcett. Bien que pauvre, sans amis et inconnu auparavant, lorsque le rideau tomba sur sa première performance au Théâtre de Londres, sa réputation était déjà établie. Des années plus tard, lorsque les médecins lui dirent qu'elle avait une maladie terrible et incurable, elle ne se troubla pas du tout et dit tranquillement qu'elle avait appris à vivre avec son problème. Une pauvre femme de couleur vivait dans une cabane en bois dans le sud. Elle avait 3 enfants mais ne pouvait se permettre qu'une seule paire de pantalons pour les 3. Étant si désireuse de leur donner une éducation, elle les envoyait à l'école en alternance. La maîtresse, une jeune fille du Nord, remarqua que chaque enfant allait à l'école seulement un jour sur 3 et tous portaient les mêmes pantalons. La pauvre mère éduqua ses enfants du mieux qu'elle put. L'un d'eux devint professeur dans une université du Sud, un autre médecin, et le 3e devint clerc. Quelle leçon pour les jeunes qui prétendent manquer d'opportunités comme excuse pour gâcher leur vie. Cunard, le jeune Écossais sculpteur de Glasgow, réalisa de nombreuses inventions étranges avec son cerveau et son couteau, mais elles ne lui apportèrent ni honneur ni bénéfice jusqu'à ce qu'il soit consulté par Barnum Sekebor, qui était intéressé par l'augmentation de ses installations pour le transport du courrier étranger. Le modèle de bateau à vapeur que Sam élabora pour eux fut soigneusement copié pour le premier bateau de la Grande Cunard Line et devint le type standard pour tous les magnifiques navires construits depuis lors par l'entreprise. Le Nouveau Testament et l'orthographe étaient les seuls livres de Cornelius Vanderbilt à l'école, mais il apprit à lire, écrire et faire un peu de calcul. Il désirait acheter un bateau malgré le fait qu'il n'avait pas d'argent. Pour le dissuader de poursuivre sa passion pour la mer, sa mère lui dit que s'il labourait, ratelait et plantait du maïs avant le 27 du mois, sur 10 acres de terre rugueuse, dure et pierreuse, la pire partie de la ferme de son père, elle lui prêterait la somme désirée. Avant l'heure fixée, le travail était terminé et très bien fait. Le jour de son 17e anniversaire, il acheta le bateau, mais en rentrant chez lui, il heurta un banc de sable et coula. En arrivant dans des eaux peu profondes, Cornelius Vanderbilt n'était pas un garçon à abandonner facilement. Il recommença, et en 3 ans, économisa $3000, travaillant presque toute la nuit et obtenant bientôt le plus grand patronage de tous les bateliers du port. Pendant la guerre de 1812, il obtint le contrat du gouvernement pour fournir des provisions aux stations militaires proches de la métropole. Il remplissait son contrat la nuit pour pouvoir faire passer son transborder entre New York et Brooklyn pendant la journée. Le jeune homme, qui donnait à ses parents tout ce qu'il gagnait le jour, avait la moitié de ce qu'il obtenait la nuit. Il valait $30 000 à 35 ans, à sa mort à un âge avancé, il laissa à ses 3 enfants une des plus grandes fortunes d'Amérique. Lord Elton aurait pu prétendre ne pas avoir eu de chance lorsqu'il était enfant, étant trop pauvre pour aller à l'école ou même acheter des livres. Mais il avait du courage et de la détermination, il était déterminé à faire sa place dans le monde. Il se levait à 4 heures du matin et copiait les livres de droit qu'il empruntait, notamment le volumineux sur Litlow. Il avait une telle soif d'apprendre qu'il étudiait parfois jusqu'à ce que son cerveau refuse de travailler. Il se nouait une serviette humide autour de la tête pour rester éveillé et étudier. Pendant sa première année de pratique, il ne gagna que 9 shillings, mais il était déterminé à continuer. Lorsqu'Elton sortait de la salle, le procureur lui tapota l'épaule et lui dit « Jeune homme, votre pain et votre beurre sont assurés pour la vie. » Le jeune homme sans avenir devint alors chancelier d'Angleterre puis l'un des meilleurs avocats de son époque. Stephen Girard n'avait aucune chance. Il quitta sa maison en France à l'âge de 10 ans et arriva en Amérique comme mousse. Sa grande ambition était de réussir à tout prix. Aucun travail, aussi dur et désagréable fût-il, ne lui était trop. Comme Midas, il transforma tout ce qu'il touchait en or et devint l'un des commerçants les plus riches de Philadelphie. Son étrange amour pour l'argent n'est pas à louer, mais sa minutie dans tout ce qu'il faisait, son esprit public en période de besoin national et sa disposition à risquer sa vie pour sauver des inconnus malades de la terrible fièvre jaune sont des traits de caractère très dignes d'imitation. John Wanamaker marchait 4000 jusqu'à Philadelphie tous les jours et travaillait dans une librairie pour $1,25 par semaine. Il travailla ensuite dans un magasin de vêtements avec une avance de 25 cents par semaine. Par la suite, il monta en grade et progressa pour devenir l'un des plus grands commerçants vivants. En 1889,
Il fut nommé directeur général des postes par le président Harrison, et à ce poste, il fit preuve d'une immense capacité exécutive. Les préjugés contre sa race et son sexe n'empêchèrent pas la jeune femme de couleur Edmonia Lewis de lutter pour atteindre l'honneur et la renommée en tant que sculptrice. Frederick Douglass commença sa vie avec moins que rien, n'étant même pas maître de son propre corps et engagé avant sa naissance à régler les dettes de son maître. Pour arriver au niveau du jeune blanc le plus pauvre, il dut gravir autant de distance que celle-ci pour devenir président des États-Unis. Il ne vit sa mère que 2 ou 3 fois, lorsqu'elle marchait des semences la nuit pour être avec lui 1 heure, revenant à temps pour retourner au champ à l'aube. Il n'eut pas la chance d'étudier, n'avait pas de maître et les règles de la plantation interdisaient aux esclaves d'apprendre à lire et à écrire. Mais, d'une manière ou d'une autre, sans que son maître s'en rende compte, il apprit l'alphabet en utilisant des morceaux de papier et des almanachs médicaux, et alors sa carrière ne connut plus de limite. Il fit honte à des milliers d'enfants blancs, s'échappa de l'esclavage à 21 ans, se rendit au nord et travailla comme débardeur à New York et à New Bedford. À Nantucket, il eut l'occasion de parler lors d'une réunion anti-esclavagiste et fit une telle impression favorable qu'il fut nommé agent de la Société anti-esclavagiste du Massachusetts. Pendant qu'il voyageait de lieu en lieu pour donner des conférences, il étudiait de toutes ses forces. Il fut envoyé en Europe pour donner des conférences et se fit des amis parmi plusieurs Anglais qui lui donnèrent $750, avec lesquels il acheta sa liberté. Il publia un journal à Rochester, New York, puis dirigea The New Era à Washington pendant plusieurs années. Il fut maréchal du district de Columbia. Henry et Dixie, l'acteur connu, commença sa carrière sur scène dans la modeste partie arrière d'une vache. P.T. Bernon montait un cheval pour 10 centimes par jour. C'était un enfant né dans une cabane en bois, sans études, livres, maîtres ou opportunités ordinaires. Il gagna l'admiration de l'humanité pour sa sagesse pratique et artisanale. Pendant notre guerre civile, il fut celui qui émancipa 4 millions d'esclaves. Voyez ce jeune homme, grand, maigre et maladroit, coupant des arbres sur sa petite propriété, construisant sa propre cabane en bois sans sol ni fenêtre, étudiant lui-même l'arithmétique et la grammaire la nuit à la lumière de la cheminée. Dans son désir de comprendre le contenu des commentaires de Blackstone, il marcha 44 000 pour obtenir les précieux volumes et en lut 100 pages pendant le retour. Abraham Lincoln n'hérita d'aucune opportunité et ne dut rien à la chance. Sa bonne fortune reposait essentiellement sur une persévérance inflexible et un cœur droit. Dans une autre cabane en bois, dans les forêts de l'Ohio, une pauvre veuve tient dans ses bras un enfant de 18 mois et se demande si elle sera capable de protéger ses petits des dangers du loup. L'enfant grandit, et en quelques années, on le trouve coupant du bois et défrichant le petit clairière de la forêt pour aider sa mère pendant chaque moment libre. La paix s'étudie avec les livres qu'il emprunte mais ne peut acheter. À 16 ans, il accepte avec empressement l'opportunité de conduire des mules sur le chemin de halage d'un canal. Il demande immédiatement une occasion de balayer le sol et de sonner la cloche d'une académie pour payer ses frais tout en étudiant là-bas. Son premier cours au séminaire de Gega lui coûta seulement $17. À son retour pour le cours suivant, il n'avait que 16 pennies dans sa poche qu'il déposa dans la caisse de contribution de l'église. Le jour suivant, il contracta la nourriture, le lavage, le combustible et la lumière d'un charpentier pour $1,600 par semaine, avec le bénéfice de travailler la nuit et les samedis autant qu'il le pouvait. Un samedi, il reçut 51 planches pour lesquelles il fut payé $1,200. Lorsque le cours fut terminé, il avait payé tous les frais et il lui restait encore $3. L'hiver suivant, il enseigna à l'école pour $12 par mois et, au printemps, il avait $48. Lorsqu'il retourna à l'école, il se logea avec un coût de 31 cents par semaine. On le trouve bientôt au Williams College où, en 2 ans, il obtint son diplôme avec honneur. Il entra au Sénat de l'État à 26 ans et au Congrès à 33 ans. 27 ans après avoir demandé une opportunité pour sonner la cloche au Hiram College, James A. Garfield devint président des États-Unis. L'inspiration de cet exemple vaut plus pour les jeunes d'Amérique que toute la richesse d'Astor, de Vanderbilt et de Gould. Parmi les plus grands héros et bienfaiteurs du monde, il y en a beaucoup d'autres dont les berceaux ont été secoués par la nécessité dans des cabanes humbles et qui ont affronté les vagues du destin sans dépendre que de la miséricorde de Dieu et de leurs propres énergies. La petite cabane grise semble être le lieu de naissance de tous ces grands hommes,
dit un auteur anglais qui avait parcouru un livre de biographie d'Américains éminents. Avec 5 opportunités dans chaque main et un but inébranlable, aucun jeune, aussi pauvre soit-il, ne doit se désespérer. Il existe du pain et du succès pour chaque jeune sous le drapeau américain qui possède l'énergie et la capacité de saisir son opportunité. Peu importe si le garçon naît dans une cabane en rondin ou dans une demeure cossue, s'il est animé par un but déterminé et se maintient lui-même, ni les hommes ni les démons ne peuvent l'arrêter. Les guerres napoléoniennes ont tellement épuisé la fleur innée de la virilité française que même aujourd'hui, la taille physique du Français moyen est presque un demi-pouce inférieure à ce qu'elle était au début du règne de Napoléon. Le milieu rural en Amérique paie aujourd'hui constamment un tribut similaire à la ville en sacrifiant son meilleur sang, son meilleur cerveau, la fibre physique et mentale la plus fine du monde. Ce grand courant de magnifique virilité rurale qui afflue toujours vers la ville se détériore facilement sous les influences adoucissantes et les contrastes de la vie urbaine, jusqu'à ce que la virilité supérieure, la résistance et les qualités robustes disparaissent complètement en 2 ou 3 générations de vie urbaine. Notre civilisation urbaine est toujours en déclin, et en quelques générations, elle se masculiniserait et s'efféminerait si ce n'était pour le flux pur et cristallin de la jeunesse rurale qui purifie constamment le courant boueux et dévitalisé de la vie urbaine. Sans cela, elle deviendrait rapidement aussi sale et dégénérée, menaçant la santé physique et morale des habitants de la ville. L'un de nos grands hommes dit que l'une des phases les plus malheureuses de la civilisation moderne est le détachement de la ferme, la dérive de la jeunesse rurale vers la ville, qui exerce sur elle une fascinante attraction. Pour lui, la ville semble être le rêve d'opportunité, de pouvoir et de plaisir, tandis que le milieu rural lui paraît banal et vulgaire après le premier rêve de la ville. Il ne peut se débarrasser de cette fascination avant d'avoir éprouvé son vide. Il ne peut comprendre la valeur du milieu rural et apprécier la gloire de ses désavantages et de ses opportunités sans avoir vu la farce et la superficialité de la ville. Une des plus grandes bénédictions qu'un être humain puisse recevoir est de naître dans une ferme et de grandir à la campagne. La confiance en soi et le courage sont toujours les caractéristiques les plus importantes du milieu rural. Le jeune de la campagne est toujours contraint de dépendre de ses propres ressources et de penser par lui-même, ce qui fait ressortir son génie et son inventivité. Il développe un meilleur jugement général et une tête plus équilibrée que le jeune de la ville. Ses muscles sont plus durs, sa chair est plus ferme et sa fibre cérébrale a une qualité supérieure. Les mêmes collines de granit, les montagnes, les vallées, les ruisseaux et le miracle des récoltes croissantes enregistrent en chaque instant leur puissante propriété en construction, forgeant son sang, sa résistance et son caractère, tout ce qui contribuera à faire de lui un géant lorsqu'il viendra rivaliser avec la jeunesse élevée en ville. Les qualités robustes, vigoureuses et résistantes, la ténacité, la force musculaire et le courage qui caractérisent les hommes qui accomplissent de grandes choses dans ce monde sont généralement cultivés à la campagne. Si la force ne provient pas de la terre, elle vient certainement de ses environnements. Il semble y avoir une relation étroite entre le caractère robuste et le sol, les collines, les montagnes et les vallées, l'air pur et le soleil. Il existe une différence considérable entre la résistance physique, la vigueur cérébrale, la solidité et la fiabilité des hommes élevés à la campagne et ceux élevés en ville. Le jeune moyen élevé à la campagne a une meilleure base pour réussir. Il possède plus de courage et de résistance morale. Il n'a pas été affaibli ni adouci par les influences superficielles et décoratives de la vie urbaine, et il y a une raison à cela. Nous sommes en grande partie le reflet de notre environnement, nous sommes sous l'influence perpétuelle de la suggestion de notre milieu. Le jeune élevé en ville voit presque rien d'autre que des visages et des formes humaines, presque tout ce qui lui est présenté du matin au soir est artificiel, créé par l'homme. Il ne voit presque rien qui ait été fait par Dieu, qui confère solidité, force et pouvoir comme le font les objets naturels de la campagne. Comment un homme peut-il construire un caractère solide et substantiel lorsque ses yeux et ses oreilles ne lui apportent que des vues et des sons artificiels? Un vaste océan de blocs commerciaux, de gratte-ciel et de trottoirs asphaltés ne fournit pas le matériau nécessaire à la construction du caractère, de la même manière que la sculpture poussée à l'extrême affaiblit toujours les colonnes et les poutres, menaçant ainsi la sécurité de la structure. De même, les enfants du milieu rural, lorsqu'ils sont amenés en ville, sont toujours excessivement sculptés et décorés au détriment de leur résistance, de leur robustesse et de leur vigueur. En d'autres termes, la virilité, la ténacité,
La résistance physique et mentale atteignent leur apogée chez ceux qui vivent près de la Terre. Lorsque l'homme adopte des conditions artificielles dans sa vie, il commence à se détériorer et à s'affaiblir. Une grande partie de ce que l'on appelle la meilleure société de nos villes est en état de déclin avancé. Les muscles peuvent être un peu plus délicats, mais paradoxalement, ils sont plus mous. La peau peut être un peu plus tendue, mais elle est moins saine. La pensée peut être un peu plus flexible, mais elle est moins vigoureuse. Toute la tendance de la vie dans les grandes villes va vers le déclin. Les citadins mènent rarement une vie normale, il n'est pas naturel pour l'être humain de vivre loin de la terre. Ce sont la mère terre et la vie à la campagne qui apportent vitalité, résistance, courage et toutes les qualités qui forment la virilité et la féminité. Ce que nous obtenons de la campagne est solide, substantiel, durable et fiable. Ce qui provient des conditions artificielles de la ville est seulement affaiblissant, énervant et éphémère. Le jeune de la campagne, en revanche, est immergé dans un miracle perpétuel. Il ne peut ouvrir les yeux sans voir un spectacle plus magnifique que celui qu'un Raphaël ou un Michel-Ange auraient pu créer en toute leur vie, et ce panorama magnifique se transforme à chaque instant, dans chaque brin d'herbe et chaque fleur qui pousse. Un miracle se produit constamment. N'est-il pas merveilleux d'observer les processus chimiques dans le laboratoire de la nature, mélangeant et diffusant le monde avec les magnifiques couleurs et les parfums merveilleux de la rose et de la fleur sauvage? Aucun jeune de la ville n'a été dans un jardin d'enfance aussi merveilleux où la création perpétuelle se déroule dans une vaste multitude de formes diverses. Le jeune de la ville a trop de distractions, il est attiré par une telle multiplicité d'objets qu'il reste toujours superficiel et manque de profondeur. Son esprit s'éloigne perpétuellement de son sujet et il manque de continuité de pensée et d'application. Sa lecture est superficielle. Il feuillette de nombreux journaux, magazines et publications périodiques, mais il n'attache vraiment attention à aucun d'eux. Ses après-midi sont beaucoup plus interrompus que ceux du jeune de la campagne, qui, après une soirée de divertissement limitée, peut lire continuellement toute une après-midi sur un sujet. Le jeune de la campagne ne lit pas autant de livres que le citadin, mais il les lit toujours avec un résultat beaucoup meilleur. La pénurie de grandes bibliothèques, de livres et de publications périodiques est l'une des raisons pour lesquelles le jeune de la campagne tire le meilleur parti des bons livres et articles, les lisant toujours et encore. Tandis que le jeune de la ville, entouré de journaux et de bibliothèques, voit tant de livres qu'il s'en désintéresse souvent, la meilleure littérature lui est accessible sans qu'il en absorbe vraiment les enseignements. En effet, la diversité des attractions, des distractions, des tentations et des divertissements en ville est telle qu'à moins qu'un jeune ne soit fait d'un matériau exceptionnel, il cédera à la persuasion du moment et suivra la voie de moindre résistance. Il est difficile pour un jeune élevé en ville de résister à la grande variété de séductions et de plaisirs qui réclament son attention, de se refuser et d'ignorer les appels de ses pairs tout en se consacrant à l'amélioration personnelle pendant que les autres s'amusent. Ces conditions excitantes, divertissantes et tentantes de la vie urbaine ne favorisent pas l'émergence du grand objectif maître, l'unique but vital inébranlable que l'on observe toujours chez le jeune de la campagne. Les jeunes élevés en ville n'accumulent également rien de comparable à la force de réserve accumulative et à la résistance développée dans la vie simple de la terre. D'un autre côté, le paysan développe constamment son système musculaire. Sa santé est meilleure, il fait plus d'exercice et a plus de temps pour penser et réfléchir, ce qui le rend moins superficiel que le citadin. Ses perceptions ne sont pas aussi rapides, il n'est pas aussi agile dans ses mouvements, son action mentale est plus lente et moins brillante, mais globalement mieux équilibrée. Il a été contraint d'effectuer une grande variété de tâches, ce qui a développé des qualités mentales correspondantes. Le travail difficile de la ferme, les tâches que nous détestions enfants, les pierres que nous méprisions, se révèlent être les éléments qui nous ont éduqués, ont développé notre pouvoir et nous ont rendus pratiques. La ferme est une grande salle de sport, une magnifique école de formation manuelle, le jardin d'enfants de la nature qui exige constamment l'autosuffisance et l'inventivité du jeune. Il doit fabriquer les outils et les jouets qu'il ne peut pas acheter ou acquérir, faire fonctionner, ajuster et réparer tout type de machines et d'outils agricoles. Son ingéniosité et son inventivité sont continuellement mises à l'épreuve. Si la charrue ou le labour se casse, ils doivent être réparés sur place, toujours et sans les outils adéquats. Cet entraînement développe un courage instinctif, des qualités de réussite robustes et transforme le jeune en un homme aux grandes ressources.
Il est rare qu'un jeune si bien formé à l'autosuffisance, si magnifiquement doté de résistance physique et mentale, acquiert une telle prééminence sans être très recherché lorsqu'il arrive en ville. Il est surprenant qu'il se distingue toujours dans les grandes urgences et crises. Il suffit de placer un jeune de la campagne, plein de résistance et d'autosuffisance, à côté d'un jeune citadin pâle, mou, sans résistance et épuisé pour constater que le jeune de la campagne est presque toujours un leader, dirigeant les banques et les grandes maisons de commerce. N'est-ce pas prévisible ? Cette résistance supérieure et ce calibre mental sont ce qui permet au matériel de s'élever au sommet dans toutes les vocations. Il possède une qualité particulière de supériorité qui découle de l'expérience des réalités que l'on ne trouve pas dans les conditions superficielles de la ville. L'oxygène vivifiant, inhalé en grandes inspirations à travers un grand effort musculaire, développe chez le jeune de la campagne une puissance pulmonaire plus grande que chez le jeune citadin, et son travail en plein air tend à construire une constitution robuste. Labourer, semer, faucher, tout ce qui se fait à la ferme donne du dynamisme et de la force. Ses muscles sont plus durs, sa chair plus ferme et sa fibre cérébrale participent de la même qualité supérieure. Il est toujours en train d'accumuler des forces, de stocker de l'énergie dans son cerveau et ses muscles, qui plus tard peuvent devenir des facteurs puissants pour façonner le destin de la nation ou pour fournir la colonne vertébrale nécessaire à éviter que le navire de l'État ne tangue sur les récifs. Ce merveilleux pouvoir de réserve accumulé dans la campagne se révélera dans le banquier, l'homme d'État, l'avocat, le commerçant ou l'homme d'affaires réussi. La confiance en soi et le courage sont toujours les caractéristiques les plus importantes du monde rural. L'enfant de la campagne est constamment contraint de recourir à ses propres ressources. Il est amené à penser par lui-même, ce qui stimule son ingéniosité et lui permet de devenir autosuffisant et fort. Il a été prouvé que l'utilisation d'outils dans nos écoles de formation manuelle développe le cerveau, renforce les facultés déficientes et révèle les pouvoirs latents. L'enfant élevé à la ferme bénéficie de la meilleure école de formation manuelle du monde et est continuellement amené à planifier et à réaliser des choses, utilisant toujours des outils. C'est l'une des raisons pour lesquelles il développe souvent un meilleur jugement général et une tête plus équilibrée comparée aux jeunes citadins. Il est de nature humaine de surestimer la valeur des choses qui sont hors de notre portée. Les gens économisent assez d'argent pendant des années pour aller en Europe visiter les grands centres d'art et voir les célèbres chefs d'œuvre, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais vu les magnifiques tableaux peints par l'artiste divin et diffusés dans le paysage, au coucher du soleil, dans la gloire des fleurs et de la vie végétale, juste à leurs yeux et à leurs portes. Quelle inspiration perpétuelle, quelle merveille de beauté et de miracles colorés s'étendent partout dans la nature, nous confrontant à chaque instant. Nous les voyons presque tous les jours de notre vie et deviennent si communs qu'ils n'éveillent même plus notre admiration. Pensez à la différence entre ce que perçoit un rasquin dans un paysage et l'impression qu'il transmet à son esprit, et ce que perçoit l'esprit ordinaire, la personne commune, qui a peu ou pas d'imagination, dont les facultés esthétiques sont à peine développées. Nous sommes immergés dans un désert de mystères et de beauté merveilleuse devant nos yeux. De grands miracles se produisent dans l'herbe, les fleurs et les fruits. Par exemple, quel est le merveilleux processus de culture par la nature, comment, sur la base du soleil concentré et des délicieux jus, elle fabrique sur le champ des boîtes de taille exacte, sans aucune perte, fuite ou évaporation, sans bruit d'usine, sans martèlement des boîtes. Les miracles sont réalisés dans un laboratoire silencieux. Pourtant, quelle merveille d'habileté, d'exquisité et de beauté, quel point d'interrogation, quel mystère merveilleux, quels stimulateurs d'ingéniosité sont toujours devant le paysan, quel que soit le chemin qu'il emprunte. D'où viennent tous ces maïs, blés, fruits et légumes? Il semble qu'il n'y ait aucune perte pour le sol, et pourtant quel développement merveilleux dans toute cette vie, vie et encore vie, partout, tout le temps, des forces chimiques qui produisent des merveilles plus grandes que celles décrites dans les 1001 nuits. Les arbres, les ruisseaux, les montagnes, les collines, les vallées, les couchers de soleil, ainsi que les animaux qui grandissent à la ferme sont tous des mystères qui poussent à réfléchir et à s'émerveiller des processus créatifs en cours partout. En revanche, la délicieuse liberté qu'offre la campagne contraste fortement avec la vie étroite et superficielle de la ville. Tout dans la campagne tend à amener l'enfant à réfléchir, à éveiller ses pouvoirs endormis et à développer ses forces latentes et cachées.
Tout cela est si sain et naturel en comparaison avec le jeune citadin qui est tenté de transformer la nuit en jour et de mener une vie artificielle sans horizon. La tentation même en ville de prolonger la nuit est nuisible pour la santé, elle dissipe la résistance et affaiblit le caractère. Tandis que le jeune citadin gaspille son précieux capital d'énergie dans des heures tardives à la recherche de plaisir, et presque toujours dans la dissipation, le jeune de la campagne accumule pouvoir et vitalité, reconstituant sa force physique par un sommeil naturel et rafraîchissant, loin des influences distrayantes et de l'excitation éreintante de la vie urbaine. Le jeune de la campagne n'apprend pas à juger les gens selon des critères fallacieux de richesse et de statut social, il n'est pas imprégné d'idées superficielles. Tout le grand jardin d'enfance de la ferme lui enseigne la sincérité, la simplicité et l'honnêteté. Il fut un temps où l'enfant qui ne montrait pas de génie ou d'habileté exceptionnelle était envoyé à la ferme, tandis que l'enfant brillant était envoyé à l'université ou en ville pour faire carrière. Mais aujourd'hui, nous commençons à voir que l'homme a négligé l'agriculture, la considérant comme une occupation banale, un moyen fourni par la nature pour gagner sa vie, réservé à ceux qui ne valaient pas beaucoup plus. L'agriculture était considérée par beaucoup comme une occupation dégradante, désirable uniquement pour ceux qui manquaient d'esprit et d'éducation pour se consacrer à une profession ou à une vocation jugée raffinée. Cependant, les avancées scientifiques ont révélé des possibilités jusque-là insoupçonnées. Nous commençons à comprendre qu'il faut un haut niveau de compétence et d'éducation pour tirer le meilleur parti de la terre, qu'un talent de qualité est nécessaire. Nous découvrons que l'agriculture est une science aussi grande que l'astronomie et que des hommes ignorants ont mené une vie médiocre sur leur ferme simplement parce qu'ils ne savaient pas comment allier intelligence et terre. La science de l'agriculture est en pleine valorisation et est de plus en plus considérée comme une vocation élevée et noble ou une profession digne. Réfléchissez à ce que cela signifie s'associer avec le Créateur pour obtenir des produits plus grands et plus splendides de la terre, pouvoir coopérer avec cette force créatrice divine, même modifier la taille, la beauté et le parfum des fleurs, étendre, modifier et changer le goût des fruits et légumes selon notre désir. Pensez à ce que cela signifie être un magicien au milieu du royaume végétal, comme Luther Burbank, changeant les couleurs, les saveurs, les parfums. Presque tout est possible quand on sait suffisamment et qu'on a le cœur et la sympathie nécessaires pour collaborer avec la grande force créatrice de la nature. Monsieur Burbank affirme qu'il viendra un moment où l'homme pourra être presque tout ce qu'il souhaite dans le royaume végétal, produire à volonté n'importe quelle teinte ou couleur, presque n'importe quel goût dans n'importe quel fruit. La taille de tous les fruits, légumes et fleurs n'est qu'une question de compréhension suffisante, et la nature nous donnera presque tout lorsque nous saurons la traiter avec intelligence, sagesse et sympathie. L'histoire des grands hommes montre que posséder trop d'avantages peut être un désavantage. Qui peut dire quelles auraient été les conséquences si Lincoln était né à New York et avait été éduqué à Harvard? S'il avait grandi parmi de grandes bibliothèques et dans une atmosphère de livres dont seule une petite partie pouvait fournir une connaissance même superficielle, il aurait ressenti une telle soif insatiable qu'il aurait été poussé à marcher 20 milles pour emprunter les commentaires de Blackstone et à lire 100 pages sur le chemin du retour. Que pouvait-il y avoir dans cette rude forêt frontalière où ce pauvre jeune homme ne connaissait personne qui savait quoi que ce soit sur les livres pour éveiller son ambition et stimuler son autodidaxie? D'où venait ce désir de connaître l'histoire des hommes et des femmes qui avaient fondé une nation, de connaître l'histoire de son pays? D'où venait cette passion pour dévorer les arides statues de l'Indiana comme le ferait une jeune femme avec une histoire d'amour? D'où surgissait cette ambition de devenir quelqu'un dans le monde, de servir son pays sans ambition égoïste? Si son père avait été riche et bien éduqué au lieu d'être un homme pauvre, illettré et généralement de caractère vagabond, il est peu probable que Lincoln serait devenu l'homme puissant que nous connaissons aujourd'hui, s'il n'avait ressenti ce devoir impérieux que lui imposait le mort de la nécessité qu'il exploitait. D'où serait venu le motif qui l'a poussé à lutter pour son autodéveloppement? S'il était né et avait été éduqué dans le luxe, son caractère aurait probablement été mou et flasque en comparaison de ce qu'il était réellement. Dans quelles annales de l'histoire trouve-t-on un autre exemple de quelqu'un né de telles origines pauvres et élevé dans un environnement aussi misérable, qui ait atteint une telle éminence? Imaginez un enfant d'aujourd'hui si avide d'éducation qu'il marcherait 9000 par jour pour assister à une rude école frontalière dans une cabane en bois. Que penseraient les jeunes citadins d'aujourd'hui qui ne veulent même pas marcher quelques pâtés de maison pour aller à l'école, d'un jeune qui ferait ce que Lincoln a fait pour surmonter ces obstacles et saisir les opportunités là où il se trouvait?
Un jour, une nuit, un matin ou un midi, une heure chargée, un moment opportun, une fissure à travers laquelle brillent des réalisations sublimes, un espace où le destin suit le courant, un équilibre entre trop tard et trop tôt, prêt pour que la bénédiction du moment passe en faveur. Oh, comme il est heureux celui qui, sachant attendre, sait aussi surveiller et travailler, et rester sur le large pont de la vie, alerté à l'avant pour saisir le moment qui passe, grand avec le destin à la main tendue de l'opportunité lorsque la grande horloge du destin marque maintenant. Que vaut l'opportunité pour un homme qui ne peut l'utiliser? Un œuf non fécondé que les vagues du temps emportent vers la non-existence. George Eliot, le secret du succès dans la vie est qu'un homme soit prêt pour son opportunité lorsqu'elle se présente. Il n'y a plus de bonnes opportunités pour les jeunes, se plaignait un jeune étudiant en droit à Daniel Webster. Il y a toujours de la place au sommet, répondit le grand homme d'État et juriste. Il n'y a pas d'opportunité dans un pays où des milliers d'enfants pauvres deviennent riches, où les livreurs de journaux accèdent au Congrès et où les personnes nées dans les positions les plus basses atteignent les positions les plus élevées. Le monde est rempli de portes, toutes sont des opportunités pour ceux qui les utilisent. Mais comme le pèlerin de Wong Yang dans la prison du château du géant désespéré qui avait la clé de la libération tout le temps avec lui mais l'avait oublié, nous ne comptons pas entièrement sur notre capacité à progresser dans tout ce qui est bon pour nous. C'est ce qui a donné tant de succès aux plus faibles comme aux plus forts. Nous dépendons trop de l'aide extérieure et nous visons trop haut pour les choses proches. Une dame de Baltimore perdit un précieux bracelet en diamant lors d'un bal et pensa qu'il avait été volé de la poche de son manteau. Des années plus tard, en nettoyant les escaliers de l'Institut Peabody, elle réfléchissait à la manière de gagner de l'argent pour acheter de la nourriture. Elle découpa un vieux manteau usé et déchiré pour se faire une capuche. C'est alors qu'elle trouva dans le manteau le bracelet en diamant, qui valait $3500, bien qu'elle ne le savait pas. Beaucoup de ceux qui se croient pauvres sont en réalité riches en opportunités. Si seulement nous pouvions les voir, ces possibilités autour de nous, dans des capacités qui valent beaucoup plus que des bracelets en diamant. Dans nos grandes villes de l'Est, il a été constaté qu'au moins 94 personnes sur 100 ont trouvé leur première fortune chez elles ou dans leurs environs, en satisfaisant les besoins communs de chaque jour. C'est un jour regrettable pour un jeune qui ne peut voir aucune opportunité là où il est, mais pense qu'il pourrait mieux réussir ailleurs. Des pasteurs brésiliens organisèrent un groupe pour aller en Californie chercher de l'or et emportèrent avec eux un petit nombre de galets translucides pour jouer aux dames durant le voyage. À leur arrivée à San Francisco et après avoir jeté la plupart des galets, ils découvrirent qu'il s'agissait de diamants. Ils se hâtèrent de retourner au Brésil, mais découvrirent que les mines d'où ils avaient été récoltés avaient déjà été exploitées par d'autres chercheurs et vendues au gouvernement. La mine d'or la plus riche du Nevada avait été vendue par son propriétaire pour $42 afin de récolter de l'argent pour payer son passage vers d'autres mines où il pensait devenir riche. Le professeur Agassiz raconta un jour aux étudiants de Harvard le cas d'un fermier possédant une ferme de centaines d'acres de forêt et de rochers peu rentables, et décida de la vendre pour se lancer dans une activité plus lucrative. Il choisit de se lancer dans le commerce du charbon et du pétrole, étudia les mesures du charbon et les gisements de charbon et de pétrole, puis expérimenta pendant longtemps. Il vendit sa ferme pour $200 et se lança dans son nouveau commerce à $200 000. Peu de temps après, l'homme qui acheta sa ferme découvrit une grande quantité de charbon et de pétrole que le fermier avait tenté de drainer ignorant que ce n'était pas possible. Il y a des centaines d'années, vivait près de la rive du fleuve Indus un Perse nommé Ali Jaffé. Il vivait dans une maison de campagne au bord du fleuve, offrant une grande vue sur le magnifique pays qui s'étendait jusqu'à la mer. Il avait des femmes et des enfants, une vaste ferme, des champs de céréales, des jardins de fleurs, des vergers et des kilomètres de forêt. Il était riche et avait tout ce que le cœur pouvait désirer. Il était content et heureux. Une nuit, un prêtre bouddhiste lui rendit visite, et assis devant le feu, lui expliqua comment le monde avait été créé et comment les premiers rayons du soleil s'étaient condensés à la surface de la terre pour devenir des diamants. Le vieux prêtre lui dit qu'une goutte de lumière solaire de la taille de son pouce valait plus que de grandes mines de cuivre, d'argent ou d'or, que l'on pouvait acheter avec une seule goutte de lumière de nombreuses fermes comme la sienne, qu'un petit nombre pouvait acheter une province, et qu'une mine de diamants pouvait acheter un royaume. Ali Jaffé écouta et cessa d'être un homme riche. Il fut touché par le mécontentement, et toute sa richesse s'estompa. Le matin suivant, très tôt,
Il réveilla le prêtre qui avait été la cause de son malheur et lui demanda anxieusement où il pouvait trouver une mine de diamants. « Que veux-tu des diamants ?» demanda le prêtre étonné. « Je veux être riche et placer mes enfants sur des trônes, » répondit Ali Jaffet. « Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller chercher jusqu'à ce que tu les trouves, » dit le prêtre. « Mais où dois-je aller ?» demanda le pauvre fermier. « Va n'importe où, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, » répondit le prêtre. « Comment saurai-je que j'ai trouvé l'endroit ? Lorsque tu trouveras une rivière qui coule sur des sables blancs